Il l'a épousée pour gagner un pari cruel, sans imaginer une seule seconde qu'elle deviendrait la clé d'un mystère que personne n'avait su résoudre en 25 ans. On l'a échangée contre 50 dollars, pas comme une fille, pas comme une sœur, comme une marchandise. Et ce qui s'est passé la nuit où elle a plongé ses doigts tremblants dans l'oreille de cet homme a bouleversé leur vie à jamais. Que se passe-t-il quand celle que tout le monde considérait comme un fardeau devient l'unique personne capable de sauver un homme condamné par un secret vivant sous sa peau? Restez jusqu'au bout. Cette histoire du Far West ne vous quittera pas. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez, puis abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes sauvages. Nora Calloway n'avait jamais cru au conte de fées, et ce que son père appelait un arrangement honorable n'avait rien d'un conte. C'était une vente, une transaction froide déguisée en mariage. 50 dollars. Voilà le prix fixé pour sa vie. L'homme qui la réclamait vivait à l'écart du monde, au-delà de la vallée poussiéreuse, un éleveur solitaire que les rumeurs disaient sourd depuis l'enfance. Elle ne l'avait jamais vu. Elle ignorait pourquoi il l'avait choisi, elle plutôt qu'une autre. Mais elle allait l'apprendre, et la vérité la briserait. Car ce qui rongeait l'esprit de cet homme, ce que les médecins avaient ignoré pendant 25 longues années, n'était ni folie ni malédiction. C'était quelque chose de bien plus tangible, quelque chose de vivant. Et la nuit où Nora l'arracha de son oreille, frémissant entre ses mains glacées, le destin changea de camp. 3 jours que la pluie s'était arrêtée, et pourtant le toit continuait de pleurer. Dans la cuisine étroite, Nora maintenait un vieux seau d'étain sous les gouttes qui tombaient du bois gonflé et pourri. À travers la cloison mince, les voix de son père et de son frère montaient, basses mais tranchantes, chargées d'une tension propre aux hommes acculés. Elle n'avait pas besoin de distinguer chaque mot. Depuis des semaines, la même dispute revenait. L'argent, ou plutôt son absence, et la visite imminente de l'homme de la banque. La maison s'effritait autour d'eux, soutenue par des clous rouillés, des prières murmurées et l'orgueil de ceux qui n'avaient nulle part où fuir. Les murs laissaient passer le vent comme une bête invisible. Les planches grinçaient sous les pas, et la porte pendait de travers comme si elle aussi voulait abandonner. Depuis la mort de sa mère, 2 hivers plus tôt, la maison semblait vidée de son âme. Elle était partie en toussant du sang dans un linge que rien n'avait pu blanchir. Désormais, ils n'étaient plus que 4. Son père, brisé par les dettes. Thomas, l'aîné au regard dur. Ruth, l'épouse silencieuse de Thomas, toujours assise près de la fenêtre, comme si l'horizon allait soudain lui offrir une échappatoire. Mais personne ne venait jamais. Nora posa le seau et s'approcha de l'embrasure. Son père était voûté sur la table, le visage enfoui dans ses mains usées. Thomas se tenait raide près de la fenêtre, les bras croisés, la mâchoire contractée. Ruth raccommodait une chemise si souvent reprise qu'il y avait plus de fil que de tissu. L'air était épais, étouffant, saturé d'une décision qui flottait déjà entre eux. « Nous n'avons plus le choix », déclara Thomas d'une voix sèche. « S'ils ne sont pas payés avant la fin du mois, ils prendront la terre. »« Tout, je le sais, » murmura leur père, vieilli d'un coup. « Mais avec quoi veux-tu payer? Nous avons tout vendu. Il ne reste rien. »« Il reste une chose, » répondit Thomas. Et la manière dont il le prononça glaça le sang de Nora. Le silence tomba comme une enclume. Puis Thomas tourna les yeux vers elle. Elle comprit avant même qu'il parle. Un homme est passé hier. Un éleveur de l'autre côté de la vallée. Il cherche une épouse. Il paye 50 dollars. Nora sentit ses poings se serrer. Non. Sa voix était basse mais ferme. N'ose même pas y penser. 50 dollars, insista Thomas. Assez pour rembourser la dette. Assez pour survivre à l'hiver. Plus que nous n'avons vu depuis un an. Je ne suis pas une dette à solder, lança-t-elle. Je ne suis pas un cheval qu'on échange contre des billets. Tu crois que ça me plaît, explosa Thomas. Tu crois que j'aime l'idée de t'envoyer chez un inconnu. Mais si nous refusons, nous serons à la rue. Tous. C'est ça que tu veux? Ne me fais pas porter ta faute, répliqua Nora, la voix tremblante. C'est toi qui as emprunté. C'est toi qui as tout perdu aux cartes. Thomas blêmit. Sa main se leva, hésita, puis frappa le mur à la place. Ce qui importe, c'est qu'il revient demain. Si tu acceptes, nous vivons. Si tu refuses, nous perdons tout. Alors elle chercha le regard de son père. Une protestation, un refus, un signe qu'il la protégerait.
Mais il resta immobile, écrasé par la honte, et dans ce silence, elle comprit qu'il avait déjà consenti. « Qui est-il » demanda-t-elle finalement. « Gideon Hale » répondit Thomas après une hésitation. « Un éleveur solitaire. On dit qu'il n'entend rien depuis l'enfance. Il paie. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, répéta Nora, le cœur creux. Cette nuit-là, allongée dans le lit étroit qu'elle partageait avec Ruth, elle fixa le plafond pendant que la pluie recommençait à tambouriner. Ruth dormait paisiblement, moimante. Nora, elle, ne trouva aucun repos. Son esprit cherchait une issue, une brèche, un miracle. Elle ignorait encore qu'au bout de cette route poussiéreuse l'attendait un secret vivant. Un secret qui ferait d'elle non plus une marchandise, mais la seule personne capable de guérir l'homme qu'on l'avait forcée à épouser. Si cette histoire vous captive déjà, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous regardez et abonnez-vous pour découvrir la suite de cette légende de Far West. Mais malgré tous ses efforts, elle ne voyait aucune issue. Si elle refusait, sa famille perdrait tout. Si elle acceptait, elle se perdrait elle-même. Mais peut-être, pensa-t-elle, que se perdre elle-même était le prix à payer pour les garder en vie. Le lendemain matin, l'homme revint. Nora entendit le bruit d'un cheval dehors et regarda par la fenêtre fissurée pour voir une grande silhouette descendre de cheval, se déplaçant avec la prudence délibérée de quelqu'un qui ne pouvait pas entendre le monde autour de lui. Il était vêtu simplement, avec des habits usés qui avaient été raccommodés plus d'une fois, et son visage était difficile à déchiffrer, pas méchant, mais pas chaleureux non plus, juste vide, comme s'il avait appris depuis longtemps à ne pas montrer ce qu'il ressentait. Thomas sortit à sa rencontre et Nora les regarda par la fenêtre tandis qu'ils discutaient, ou plutôt tandis que Thomas parlait et que l'homme écrivait ses réponses sur un bout de papier. Au bout de quelques minutes, Thomas se retourna et regarda vers la maison, et Nora comprit qu'il la cherchait. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et sortit. Gideon Hale était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé et plus âgé, peut-être la trentaine, avec des cheveux foncés qui commençaient à grisonner sur les tempes et des yeux de la couleur des nuages d'orage. Il la regarda longuement, l'expression indéchiffrable, puis il sortit un morceau de papier et écrivit quelque chose avant de le lui tendre. La note disait « J'ai besoin d'une femme. Vous avez besoin de sécurité. Cet arrangement peut être avantageux pour nous deux. Je paierai 50$ à votre famille. Le mariage aura lieu dans 3 jours. » Nora lut la note 2 fois, les mains légèrement tremblantes. Et lorsqu'elle leva les yeux vers lui, elle eut envie de lui poser une centaine de questions. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi avait-il besoin d'une femme? Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car elle voyait dans ses yeux qu'il n'allait pas y répondre. Pour lui, ce n'était qu'une affaire, rien de plus, et si elle voulait sauver sa famille, elle devait l'accepter. 3 jours, dit-elle doucement, et Gideon acquiesça. Thomas s'avança, la voix trop enthousiaste, trop soulagée. « Elle le fera, dit-il. Nous acceptons. » Nora regarda son frère, puis son père, qui était sorti sous le porche, mais restait silencieux, incapable de la regarder dans les yeux, et elle sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose de petit et de fragile dont elle ignorait l'existence. Elle se retourna vers Gideon et acquiesça d'un signe de tête sec, et il acquiesça à son tour, puis remonta sur son cheval et s'éloigna sans un mot. 3 jours, elle avait 3 jours pour se préparer à une vie qu'elle ne voulait pas avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Et tandis qu'elle le regardait disparaître au loin, elle se demanda si elle pardonnerait d'un jour à sa famille pour cela, ou si elle se pardonnerait d'un jour d'avoir accepté. Les 3 jours passèrent dans un flou, se confondant les uns avec les autres, jusqu'à ce que Nora ne puisse plus les distinguer. Elle passa la plupart de son temps en silence, se déplaçant dans la maison comme un fantôme, accomplissant ses tâches mécaniquement, tandis que son esprit était envahi par des pensées qu'elle ne pouvait contrôler. Son père tenta une fois de lui parler, se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte de sa chambre, ouvrant et fermant la bouche comme s'il cherchait les mots justes. Mais finalement, il se contenta de secouer la tête et de s'éloigner. Et Nora lui en était presque reconnaissante, car elle ne pensait pas pouvoir supporter de l'entendre essayer de justifier ce qu'il faisait. Thomas l'évitait complètement, ce qui lui convenait très bien, car elle n'avait rien à lui dire de toute façon. Et Ruth la regardait avec des yeux tristes et compréhensifs, mais ne lui offrait jamais de réconfort, car quel réconfort pouvait-il y avoir dans une situation comme celle-ci?
Le matin du mariage, Nora se réveilla avant l'aube et s'assit sur le bord de son lit, fixant la robe que Ruth avait préparée pour elle la veille au soir. Ce n'était pas vraiment une robe de mariée, juste la robe la plus propre qu'elle possédait, une robe en coton bleu délavé qui avait appartenu à sa mère et qui était trop grande à certains endroits et trop serrée à d'autres. Mais elle devait faire l'affaire, car c'était tout ce qu'elle avait. Elle s'habilla lentement, ses doigts tâtonnant avec les boutons. Et lorsqu'elle se regarda dans le petit miroir fissuré accroché au mur, elle eut du mal à reconnaître la femme qui la regardait. Son visage était pâle, ses yeux creux, et ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les serrer en poing pour les faire cesser. Le mariage eut lieu dans la pièce principale de la maison, en présence du pasteur local, le révérend Tobias Kerna, qui présida une cérémonie qui ressemblait davantage à des funérailles qu'à une célébration. Il n'y avait ni invités, ni fleurs, ni musique, juste Nora et Gideon debout devant le révérend, tandis que sa famille observait depuis les coins de la pièce, le visage empreint à la fois de soulagement et de culpabilité. Gideon était arrivé tôt, vêtu de ses plus beaux habits, qui n'étaient guère mieux que ses vêtements de travail, et il se tenait raide à côté d'elle, les mains jointes devant lui, les yeux fixés sur un point du mur, comme s'il ne supportait pas de la regarder. Le révérend Karn parlait rapidement, expédiant les vœux comme s'il était en retard pour un autre rendez-vous. Et lorsqu'il arriva au moment où Gideon était censé dire « oui », il y eut un silence gênant, car Gideon ne l'entendait pas. Thomas dut lui tapoter l'épaule et lui montrer le papier sur lequel le révérend avait écrit les mots, et Gideon acquiesça et écrivit sa réponse. Oui. Ce fut ensuite au tour de Nora, qui força les mots à sortir de sa bouche, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, puis ce fut terminé. Le révérend les déclara mari et femme, et Gideon sortit une petite bourse et la tendit à Thomas, qui compta les pièces à l'intérieur avec des mains tremblantes, le visage rouge de honte et de soulagement. 50 $. C'était tout ce qu'elle valait. 50 $ et un bout de papier qui disait qu'elle appartenait à un homme qu'elle ne connaissait pas. Après la cérémonie, Gideon fit un geste vers la porte et Nora comprit qu'il était temps de partir. Elle avait fait un seul sac la veille au soir, tout ce qu'elle possédait au monde entassé dans une sacoche en cuir usé, et elle le prit sans regarder sa famille, et suivit Gideon dehors où l'attendait son chariot. Il l'aida à monter sur le siège, son contact bref et impersonnel, puis il grimpa à côté d'elle, prit les rênes, et ils se mirent en route, les roues grinçant et gémissant, alors qu'ils s'éloignaient de la seule maison que Nora ait jamais connue. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne pouvait pas. Le trajet jusqu'au ranch de Gideon prit presque toute la journée. La charrette cahotait et tanguait sur les routes accidentées qui traversaient des champs vides et des terres broussailleuses. Gideon n'essaya pas d'engager la conversation, ce dont Nora lui était reconnaissante, car elle ne pensait pas en être capable, même si elle l'avait voulu. Elle resta assise en silence, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur l'horizon, et elle essaya de ne pas penser à ce que serait sa vie désormais. Elle essayait de ne pas imaginer toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Mais les pensées venaient quand même, s'insinuant dans son esprit comme des ombres. Ils arrivèrent au ranch juste au moment où le soleil commençait à se coucher, le ciel se teintant de nuances oranges et roses qui auraient été magnifiques si Nora avait été en état de les apprécier. Le ranch lui-même était petit, mais bien entretenu. Une simple maison en bois avec une grange et quelques dépendances éparpillées autour, et la terre s'étendait dans toutes les directions, plate, vide et silencieuse. Gideon l'aida à descendre du chariot et porta son sac à l'intérieur, et Nora le suivit dans une maison qui sentait la fumée de bois, la poussière et la solitude. L'intérieur était dépouillé, avec seulement quelques meubles, une table, quelques chaises, un lit dans un coin et un lit de camp étroit dans un autre. Gideon désigna le lit de camp, puis Nora lui indiquant que c'était le sien. Elle acquiesça, n'osant pas parler, et posa son sac à côté. Gideon écrivit quelque chose sur un bout de papier et le lui tendit. Lorsqu'elle le lut, son estomac se noua. « Je dormirai ici. Tu dormiras là-bas. Nous resterons chacun de notre côté. Ce n'est que du travail, rien de plus. » Nora acquiesça à nouveau et Gideon se retourna et sortit, la laissant seule dans la maison silencieuse. Elle s'assit sur le lit de camp, les mains tremblantes, et se laissa aller à pleurer pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. Des larmes silencieuses qu'elle essuya rapidement.
car elle ne voulait pas qu'il revienne et la voie ainsi. Elle pleura pour la vie qu'elle avait perdue, pour la famille qu'il avait vendue, pour l'avenir qu'elle n'aurait jamais. Et quand elle eut fini de pleurer, elle s'allongea sur le lit de camp, fixa le plafond et tenta de se convaincre qu'elle pourrait survivre à tout cela. Cette nuit-là, elle fut réveillée par un bruit dans l'autre pièce. Elle s'assit lentement, le cœur battant, et tendit l'oreille. Au début, elle pensa qu'il s'agissait peut-être d'un animal qui s'était introduit dans la maison, mais elle entendit à nouveau un son grave et douleur qui était indubitablement humain. Elle se leva et se glissa jusqu'à la porte, scrutant l'obscurité, et elle vit Gideon assis sur le bord de son lit, la tête entre les mains, les épaules voûtées. Il appuyait fortement une main sur le côté droit de sa tête, ses doigts s'enfonçant dans son cuir chevelu. Et même de l'autre côté de la pièce, elle pouvait voir la tension dans son corps, la façon dont il tremblait légèrement. Elle faillit retourner se coucher. Cela ne la concernait pas, ce n'était pas son problème, et il avait clairement fait savoir qu'il voulait garder ses distances. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être la curiosité, peut-être la pitié, peut-être simplement le fait qu'elle avait passé toute la journée à se sentir impuissante et qu'il y avait là quelque chose, aussi insignifiant soit-il, qu'elle pouvait faire. Elle fit un pas en avant et le plancher craqua sous son poids. Gédéon releva brusquement la tête. Il la vit debout devant lui et pendant un instant, ils se regardèrent fixement, puis il secoua la tête et lui fit signe de partir, le visage tendu et fermé. Nora hésita, puis retourna dans sa chambre et ferma la porte. Mais elle ne se rendormit pas. Elle s'assit sur le lit de camp et tendit l'oreille. Au bout d'un moment, elle l'entendit s'allonger, le lit grinçant sous son poids, puis la maison redevint silencieuse. Le lendemain matin, Nora se réveilla tôt et sortit puiser de l'eau au puits. L'air était frais et pur, le ciel dégagé, et pendant un instant, elle se laissa respirer, se laissa croire que tout était normal. Mais ensuite, elle rentra et vit Gideon assis à table, le visage pâle et tiré, et elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu la nuit précédente. Une petite tache sombre sur l'oreiller où il avait dormi, une tache qui ressemblait beaucoup à du sang. Elle posa le seau et la fixa du regard, l'esprit en ébullition, se demandant quel genre d'homme elle avait épousé, quel secret il cachait, et si elle découvrirait un jour la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard dans la matinée, pendant que Gideon travaillait dehors, Nora est entrée dans sa chambre pour changer la tête d'oreiller, se disant que cela faisait simplement partie de l'entretien de la maison, rien de plus. Mais lorsqu'elle a pris l'oreiller, elle a vu que la tache était fraîche, et en regardant autour d'elle, elle a remarqué d'autres choses. Une serviette de toilette glissée sous le lit, avec de légères traces de rouille, une bouteille de ludinum presque vide sur l'étagère, et un morceau de papier froissé et fourré dans un coin, comme si quelqu'un avait essayé de le jeter, mais avait raté son coup. Nora ramassa le papier et le lissa. Et lorsqu'elle lut ce qui y était écrit, son sang se glaça. 50 $ que tu n'iras pas jusqu'au bout. Aucun homme n'épouse une femme comme ça, à moins d'être désespéré ou fou. Prouve-moi que j'ai tort. Salut, JD. Elle relut le message une deuxième, puis une troisième fois, et les mots se gravèrent dans son esprit comme une marque au fer rouge. Ce n'était pas seulement un arrangement. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était un pari. Quelqu'un avait misé que Gideon n'oserait pas l'épouser, et il l'avait fait. Elle faisait partie d'un jeu, d'une blague, d'un sujet de risée et de pari, et personne n'avait pris la peine de le lui dire. Les mains de Nora se mirent à trembler, et elle dut s'asseoir sur le bord du lit pour ne pas tomber. Elle se sentait mal, étourdie, comme si la pièce tournait autour d'elle. Elle appuya ses paumes contre ses yeux et essaya de respirer. Essaya de réfléchir, mais tout ce qu'elle pouvait penser, c'était qu'elle avait été utilisée, que tout le monde l'avait utilisée, sa famille, cet homme, celui qui avait fait le pari, et qu'elle ne pouvait rien y faire parce qu'elle n'avait nulle part où aller et aucun moyen de partir. Elle entendit des pas à l'extérieur et glissa rapidement le papier dans sa poche, puis se leva et lissa sa robe, s'efforçant d'afficher un visage calme. Gideon entra, ses bottes résonnant lourdement sur le parquet, et il la regarda, l'air curieux. Et elle croisa son regard et sourit, un petit sourire fragile qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout va bien ?» écrivit-il sur un bout de papier et le lui tendit. Nora acquiesça. « Tout va bien ?» dit-elle d'une voix calme, même si son cœur battait à tout rompre.
Je rangeais juste. Gideon acquiesça, sembla accepter cette explication et alla se laver les mains dans le lavabo. Nora l'observa et pensa à la lettre dans sa poche, au sang sur son oreiller, à la douleur qu'elle avait vue sur son visage la nuit précédente, et elle prit une décision. Elle n'allait pas le confronter. Pas encore. Parce que s'il s'agissait d'un jeu, elle devait en comprendre les règles avant de faire son coup. Et s'il cachait quelque chose, s'il y avait plus qu'un simple pari, alors elle allait découvrir ce que c'était. Parce que Nora Calloway avait elle aussi été vendue, trahie et trompée. Mais elle n'allait pas se laisser briser. Pas encore. Les jours qui suivirent le mariage s'installèrent dans un rythme étrange et inconfortable, comme deux personnes essayant de vivre dans la même maison, tout en faisant semblant que l'autre n'existait pas. Gideon se réveillait chaque matin avant l'aube et sortait travailler, s'occupant des chevaux, réparant les clôtures, transportant de l'eau et faisant tout ce qu'il fallait pour que le ranch continue de fonctionner. Nora restait à l'intérieur et faisait son travail, balayant, cuisinant, lavant et essayant de donner un sens à une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec précaution, poliment, comme des danseurs qui ne connaissent pas les pas, et le silence entre eux s'épaississait de jour en jour, lourde chose qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Nora gardait la lettre froissée dans sa poche, la sortant parfois lorsqu'elle était seule, et la lisant encore et encore jusqu'à ce que les mots soient gravés dans sa mémoire. 50 signifie que tu ne le feras pas. Aucun homme n'épouse une femme comme ça, à moins d'être désespéré ou fou. Elle essaya d'imaginer qui avait écrit cela. Elle essaya d'imaginer le genre de personne qui ferait un pari comme celui-là. Et plus elle y pensait, plus elle se mettait en colère, non seulement contre la personne qui avait écrit cela, mais aussi contre Gideon pour avoir accepté, contre sa famille pour l'avoir vendu, et contre elle-même pour être le genre de personne sur laquelle les gens se sentaient à l'aise de parier. Mais sous la colère se cachait autre chose, quelque chose de plus discret et difficile à nommer. Une sorte de douleur creuse qui s'était installée dans sa poitrine et qui ne disparaissait pas, même si elle essayait de l'ignorer. Elle avait toujours su que les gens la regardaient différemment, qu'ils voyaient sa taille avant toute autre chose, qu'ils la jugeaient, la rejetaient et faisaient des suppositions sur qui elle était et ce qu'elle valait. Mais le savoir et le vivre étaient deux choses différentes. Faire partie d'un pari, être réduite à une blague, lui faisait mal d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle observait Gideon lorsqu'il ne savait pas qu'elle le regardait, essayant de le comprendre, essayant de comprendre quel genre d'homme accepterait une chose pareille. Il était difficile à cerner. Son visage était toujours soigneusement impassible. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés. Et il ne baissait jamais sa garde. Il ne montrait jamais aucun signe de faiblesse ou de vulnérabilité, sauf tard dans la nuit, lorsqu'il pensait qu'elle dormait. Elle pouvait alors l'entendre bouger sans cesse dans l'autre pièce. Elle pouvait entendre les faibles étouffées de douleur qu'il s'efforçait tant de cacher. Et puis il y avait le sang. Elle l'avait vu 2 fois maintenant. De petites taches sur son oreiller qu'il essayait d'essuyer avant qu'elle ne les remarque. Mais elle les remarquait toujours. Et chaque fois qu'elle les voyait, son inquiétude l'emportait sur sa colère. Quelque chose n'allait pas chez lui. Quelque chose de plus grave que la surdité dont tout le monde en ville avait parlé. Et quoi que cela impirait, le 5e jour après le mariage, Nora se réveilla au milieu de la nuit, au son d'un bruit de cassé dans l'autre pièce. Elle s'assit, le cœur battant, et écouta. Et après un moment, elle entendit à nouveau un bruit sourd, suivi d'un gémissement grave et douloureux qui lui donna la chair de poule. Elle jeta sa couverture et courut vers la porte. Et lorsqu'elle regarda dans l'autre pièce, elle vit Gideon effondré sur le sol à côté de son lit, le corps recroquevillé, les mains pressées contre le côté droit de sa tête. Pendant un instant, Nora resta figée, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas s'il voulait même son aide. Mais alors, elle vit son corps tout entier trembler, son visage déformé par la douleur, et elle prit une décision. Elle traversa rapidement la pièce et s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son épaule. Il sursauta à son contact, mais ne se retira pas. Elle pouvait voir la sueur perler sur son front, voir sa mâchoire serrée si fort qu'elle semblait sur le point de se briser. Et elle sut avec une certitude absolue que ce n'était pas normal, que c'était quelque chose de grave qui nécessitait une attention particulière. Elle prit le crayon et le papier que Gideon gardait toujours à portée de main
et écrivit rapidement, d'une écriture tremblante mais lisible. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Gideon ouvrit les yeux et la regarda. Pendant un instant, elle crut qu'il allait refuser, qu'il allait la repousser et insister sur le fait qu'il allait bien. Mais une nouvelle vague de douleur le frappa et il haleta. Il acquiesça d'un seul signe de tête, un petit mouvement désespéré qui lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Nora l'aida à s'asseoir, soutenant son poids alors qu'il s'appuyait lourdement contre le côté du lit, puis elle attrapa un chiffon, le trempa dans la bassine d'eau, puis l'appuya doucement contre son front. Il ferma les yeux, sa respiration était saccadée, et elle pouvait sentir la tension dans son corps, sentir chaque muscle tendu comme un ressort sur le point de se rompre. Elle attendit, ne sachant quoi faire d'autre, et après ce qui lui sembla une éternité, la douleur sembla s'atténuer légèrement, et la respiration de Gideon commença à ralentir. Il ouvrit les yeux et la regarda avec une expression mêlée de gratitude et de honte. Il prit le crayon et écrivit, la main tremblante. « Je suis désolé. Ça arrive parfois. Ça passera. » Nora lut la note, puis le regarda, les yeux plissés. « À quelle fréquence cela arrive-t-il » écrivit-elle en réponse. Gideon hésita, puis écrivit. « Quelques fois par mois, parfois plus. Depuis combien de temps cela dure-t-il » Une autre pause, plus longue cette fois. « Depuis mon enfance. Les médecins ont dit que cela faisait partie de la surdité. Ils ne peuvent rien y faire. » Nora fixa les mots, l'esprit en ébullition, et quelque chose dans cette explication ne lui semblait pas correct. Elle avait aidé sa mère à s'occuper des gens de leur communauté, avait aidé lors d'accouchements, de maladies et de blessures, et elle n'avait jamais entendu parler de surdité causant ce genre de douleur, ce genre d'effondrement physique. Elle pensa au sang sur son oreiller, à la façon dont il appuyait toujours sa main sur le côté droit de sa tête, et elle prit une décision. « Je veux vous examiner », écrivit-elle. « J'ai déjà aidé à soigner des gens. Je pourrais peut-être voir quelque chose que les médecins ont manqué. » Gideon secoua immédiatement la tête, le visage fermé. « Il n'y a rien à voir. J'ai consulté des médecins. Ils ont tous dit la même chose. »« Alors ça ne te fera pas de mal de me laisser jeter un œil », écrivit Nora d'une écriture ferme et insistante. « S'il te plaît, s'il y a la moindre chance que je puisse t'aider, tu ne veux pas savoir ?» Gideon la fixa longuement, et elle put voir le combat intérieur qui se livrait sur son visage, la fierté luttant contre le désespoir, la peur d'être vulnérable luttant contre l'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait faire quelque chose. Finalement, il acquiesça lentement, à contre-cœur, et Nora sentit monter en elle une vague de détermination qui la surprit. Elle l'aida à se déplacer vers la chaise près de la fenêtre, où la lumière était meilleure. Puis elle apporta la lampe et la posa sur la table à côté de lui, l'ajustant de manière à ce qu'elle diffuse une lumière vive et constante. Gédéon était assis raide, les mains agrippées aux accoudoirs de la chaise, et Nora pouvait voir la tension dans chaque ligne de son corps, pouvait voir à quel point cela lui coûtait de la laisser faire cela. Elle bougea lentement, prudemment, ne voulant pas l'effrayer, et elle inclina doucement sa tête sur le côté afin de pouvoir voir plus clairement son oreille droite. Au début, elle ne vit rien d'inhabituel. L'oreille le semblait normale, peut-être un peu rouge et irritée autour de l'ouverture, mais rien qui puisse expliquer le type de douleur qu'il ressentait. Elle se pencha plus près, tenant la lampe de manière à ce que la lumière éclaire directement le conduit auditif, et c'est alors qu'elle le vit, pendant une fraction de seconde. Un léger mouvement au fond de l'oreille. Quelque chose de sombre et de lisse qui bougea légèrement, puis s'immobilisa. Nora retint son souffle et se recula, le cœur battant à toute rompre. Elle regarda Gideon, qui l'observait avec un mélange d'inquiétude et de confusion, et elle s'efforça de rester calme, de garder une expression neutre, même si son esprit tournait à toute vitesse. Elle écrivit rapidement sur le papier. « Il y a quelque chose dans votre oreille. Je l'ai vu bouger. » Les yeux de Gideon s'écarquillèrent, et il saisit le papier et répondit, d'une écriture saccadée et désespérée. « Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous vu? »« Je ne sais pas, » écrivit Nora honnêtement. « Mais c'est vivant. Je dois l'enlever. » Gideon la fixa, le visage pâle, et elle pouvait voir l'incrédulité et la peur se refléter dans son expression. « Les médecins l'auraient vu, » écrivit-il. « Ils ont regardé. Ils ont tous regardé. » « Peut-être n'ont-ils pas regardé assez profondément, » répondit Nora. « Ou peut-être n'étaient-ils pas là quand ils ont regardé.
Mais c'est là maintenant, et ça te fait du mal, et je dois le faire sortir avant que ça ne cause plus de dégâts. Gideon ne répondit pas tout de suite, il resta assis là à fixer le papier. Et Nora pouvait voir ses mains trembler, pouvait voir comment tout son corps était tendu par la peur et l'espoir, et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme s'il avait porté ce fardeau depuis si longtemps que l'idée que quelqu'un le croie enfin, qu'il voit enfin ce qu'il ressentit toutes ces années, était presque insupportable. Finalement, il acquiesça et écrivit une dernière chose. Fais-le. Nora prit une profonde inspiration, se stabilisa, puis se rendit dans la cuisine pour rassembler le matériel dont elle aurait besoin. Une pince à épiler qu'elle stérilisa dans de l'eau bouillante, un chiffon propre, une bouteille de whisky qu'elle trouva dans le placard et un bol d'eau tiède. Elle rapporta le tout à la chaise et le posa sur la table, puis elle regarda Gideon et écrivit « Ça va faire mal, je ferai aussi attention que possible, mais tu dois rester immobile. » Gideon acquiesça, la mâchoire serrée, et agrippa les accoudoirs du fauteuil si fort que ses jointures blanchirent. Nora inclina à nouveau sa tête, positionnant la lampe de manière à voir aussi clairement que possible, puis elle prit la pince à épiler, ses mains fermes malgré la peur qui coulait dans ses veines. Elle se pencha, scrutant le canal sombre, et elle le vit à nouveau, ce mouvement fugace, quelque chose enroulé et qui attendait. Elle enfonça prudemment la pince SLOLI plus profondément dans le conduit auditif et sentit une résistance, sentit quelque chose bouger et s'éloigner, et elle dut lutter contre l'envie de reculer brusquement, car elle savait que si elle le faisait, elle risquait de perdre sa chance. Elle ajusta sa prise, prit une autre inspiration, puis elle bougea rapidement, avec précision, refermant la pince sur la chose qu'elle pouvait sentir mais à peine voir, et elle tira. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis soudain, il y eut un mouvement, violent et agité, et Nora haleta en sentant la pince s'accrocher à quelque chose de solide. Elle tira plus fort, la main tremblante, puis la chose se détacha, glissant hors du conduit auditif dans un flot de sang et de liquide, et Nora trébucha en arrière, regardant avec horreur ce qu'elle tenait. C'était un mille-pattes, long et sombre, couvert du sang de Gideon. Ses nombreuses pattes se tordaient et frétillaient encore alors même qu'il pendait à la pince à épiler. Il était vivant, bien vivant, et il avait vécu dans la tête de Gideon pendant Dieu seul savait combien de temps, se nourrissant de lui, bloquant son audition, lui causant des années d'agonie qu'aucun médecin n'avait jamais pu expliquer. Nora le laissa tomber dans le bol d'eau, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber la pince à épiler aussi. Elle regarda Gideon, qui fixait le bol avec une expression de choc, d'horreur et d'incrédulité. Du sang coulait de son oreille, et elle appuya rapidement le chiffon propre contre celle-ci, le cœur battant à toute rompre, et elle écrivit de sa main libre « c'est sorti maintenant. Tu vas t'en sortir. » Gideon tendit la main et toucha le tissu, les doigts tremblants. Puis il la regarda, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée, elle vit des larmes dans ses yeux, des larmes de douleur et de soulagement, et quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. Il essaya d'écrire quelque chose, mais ses mains tremblaient trop. Alors, à la place, il tendit simplement la main et saisit celle de Nora, la serrant fort, et Nora serra la sienne en retour. Et pendant un instant, ils restèrent assis là, deux étrangers liés par un moment de vérité impossible. À cet instant, tout entre eux changea. Le pari, l'arrangement, les mensonges, la colère et la douleur s'estompèrent, éclipsés par le fait simple et indéniable qu'elle l'avait sauvé, qu'elle avait vu ce que personne d'autre n'avait vu, et que peut-être, juste peut-être, ce mariage avait plus de sens qu'il ne l'avait cru possible. Nora aida Gideon à regagner son lit, soutenant son poids pendant qu'il traversait la pièce, et s'assura qu'il était confortablement allongé avant de retourner nettoyer le matériel. Elle vida le bol contenant le mille-pattes mort dans le bocal d'alcool, le ferma soigneusement et le posa sur l'étagère de la cuisine, où la lumière de la lampe éclairait le corps sombre et segmenté de la créature suspendue dans le liquide clair. Cette vision la fit frissonner, mais c'était une preuve indéniable, de ce qui avait vécu en lui toutes ces années. Elle retourna voir Gideon une dernière fois avant de regagner sa chambre. Il était allongé sur le côté, l'oreille bandée tournée vers le haut et les yeux fermés,
Mais elle pouvait voir à sa respiration qu'il ne dormait pas encore. Elle resta un moment dans l'embrasure de la porte à l'observer. Puis elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. Sa main remonta pour toucher le bandage sur son oreille. Ses doigts étaient doux et explorateurs. Et même si ses yeux étaient toujours fermés, elle le vit légèrement grimacer. Un léger resserrement autour de sa bouche suggérait que la douleur, bien que diminuée, n'avait pas complètement disparu. Nora ressentit un élan d'inquiétude, se demandant si l'extraction avait causé plus de dégâts qu'elle ne l'avait réalisé ou si la blessure allait simplement prendre du temps à guérir. Elle faillit aller vers lui, faillit lui demander s'il allait bien, mais quelque chose la retint. Peut-être parce qu'il s'était déjà montré très vulnérable ce soir-là, ou peut-être simplement parce qu'elle sentait qu'il avait besoin d'espace pour digérer ce qui venait de se passer. Elle se contenta donc de le regarder un instant encore, tandis que sa main quittait son oreille et que sa respiration s'approfondissait enfin, le plongeant dans le sommeil. Puis elle se retourna et retourna dans sa chambre, emportant avec elle l'image de ce petit geste de douleur qui lui rappelait que même si la créature avait disparu, les dégâts qu'elle avait causés pourraient persister longtemps. Le lendemain matin, après que Nora eut retiré le mille-pattes de l'oreille de Gideon, le monde semblait différent, plus léger en quelque sorte, comme si un poids qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment avait été levé. Gideon se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre et l'absence de la douleur lancinante qui habitait sa tête depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Pendant un moment, il resta allongé là, à fixer le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi petit avait pu causer autant de souffrance pendant tant d'années. Il s'assit lentement, testant son équilibre, s'attendant à moitié à ressentir les vertiges et les nausées qui accompagnaient habituellement tout mouvement brusque, mais il ne vint pas. Sa tête était claire pour la première fois depuis des décennies, presque de manière anormale. Et lorsqu'il toucha son oreille droite, la peau était sensible et douloureuse, mais la douleur profonde et douleur lancinante qui l'accompagnait constamment avait disparu. Il se leva et marcha jusqu'au miroir, regardant son reflet, et il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. De l'espoir. Dans l'autre pièce, Nora était déjà réveillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café et le mille-pattes conservé dans un bocal d'alcool qu'elle avait trouvé dans le garde-manger. Elle était restée éveillée presque toute la nuit à l'observer, s'assurant qu'il était bien mort, étudiant son corps segmenté et essayant de comprendre comment une telle chose avait pu passer inaperçue pendant si longtemps. La créature mesurait près de 3 cm de long. Son corps était sombre et segmenté, ses pattes nombreuses et délicates, et lorsqu'elle leva le bocal à la lumière, elle put voir des traces de sang et de tissu qui y adhéraient encore, vestiges des dégâts qu'il avait causés. Ce matin-là, après que Gideon eut pris un petit déjeuner tranquille et soit sorti pour aller voir les chevaux, Nora entendit quelqu'un s'approcher du ranch. Elle leva les yeux du jardin où elle arrachait les mauvaises herbes et vit un jeune garçon, âgé d'environ 10 ans, marcher sur le chemin de terre d'un pas assuré qui semblait trop grand pour son petit gabarit. Il avait des cheveux bruns sable qui pointaient dans toutes les directions et un visage couvert de taches de rousseur, et il portait une sacoche en cuir usé sur une épaule. Gideon sortit de la grange au moment où le garçon atteignait la clôture, et Nora vit le garçon lui faire un signe de la main enthousiaste, la bouche bougeant dans ce qui était clairement un salut. Gideon hocha la tête et fit signe au garçon de s'approcher. Ils restèrent tous les deux près de la clôture pendant un moment, le garçon parlant avec animation, tandis que Gideon observait attentivement ses lèvres, hochant ou secouant la tête de temps en temps. Au bout d'une minute, Gideon sortit son ardoise et écrivit quelque chose, puis la montra au garçon, qui la lut et sourit largement. Gideon le conduisit dans la grange et Nora, désormais curieuse, posa ses outils de jardinage et s'approcha pour voir ce qui se passait. À l'intérieur de la grange, elle trouva Gideon en train de montrer au garçon comment brosser correctement l'un des chevaux. Une grande jument alezane nommée Rosie se tenait patiemment tandis que le garçon passait la brosse sur son flanc avec des mouvements prudents et délibérés. Gideon se tenait à côté de lui, ses mains bougeant pour montrer la bonne technique, et le garçon observait attentivement, hochant la tête et essayant d'imiter les mouvements. Lorsque Gideon remarqua Nora debout dans l'embrasure de la porte, il lui fit signe de s'approcher, puis écrivit sur son ardoise. « C'est le cheval de Sela.
Son père travaille au Ranch Miller, à côté d'une autre. Il a demandé à apprendre à s'occuper des chevaux. Je lui ai dit qu'il pouvait venir de temps en temps. Silas leva les yeux vers Nora et lui adressa un sourire timide. Et Nora se surprit à lui rendre son sourire malgré tout ce qui lui pesait l'esprit. L'enthousiasme du garçon avait quelque chose de rafraîchissant, quelque chose d'innocent et d'optimiste qui rendait l'atmosphère de la grange un peu plus légère. Bonjour, Silas, dit Nora en parlant lentement et clairement pour que Gideon puisse lire sur ses lèvres. Ravi de te rencontrer. Silas acquiesça avec enthousiasme. Enchanté également, madame, dit-il d'une voix aiguë et sincère. Monsieur Hale m'apprend tout ce qu'il y a à savoir sur les chevaux. Je veux devenir éleveur un jour, comme lui. Gideon écrivit à nouveau sur son ardoise. C'est un bon élève. Travaille dur. Je lui ai dit qu'il pouvait venir plusieurs fois par semaine si son père n'avait pas besoin de lui. Nora acquiesça, ressentant une étrange chaleur dans sa poitrine en voyant Gideon enseigner patiemment au garçon comment vérifier les sabots du cheval pour voir s'il y avait des cailloux et comment lui offrir un morceau de pomme en récompense. C'était la première fois qu'elle voyait Gideon interagir avec quelqu'un d'autre qu'elle, et il y avait une douceur dans ses gestes, une patience qui la surprit. Pendant l'heure qui suivit, Silas suivit Gideon comme son ombre à travers le ranch, lui posant des questions auxquelles Gideon répondait par des notes écrites ou des démonstrations, tandis que Nora retourna à son travail dans le jardin, écoutant le faible bruit des paroles du garçon bavardage et sentant pour la première fois depuis son arrivée que cet endroit pourrait peut-être devenir autre chose qu'une prison faite de circonstances et de désespoir. Lorsque Gideon entra dans la cuisine plus tard dans la matinée, Nora leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun d'eux ne sut quoi dire. L'intimité de ce qui s'était passé la nuit précédente planait entre eux, lourde et inconfortable, car ils étaient encore des étrangers à bien des égards. Toujours deux personnes que les circonstances et la nécessité avaient réunies, et aucun d'eux ne savait comment combler le fossé entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils pourraient devenir. Finalement, Gideon prit le crayon et le papier et écrivit « Merci, je ne sais pas comment le dire correctement, mais merci, vous m'avez sauvé la vie. » Nora lut la note et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait du pardon, mais quelque chose qui s'en rapprochait, quelque chose qui ressemblait au début d'une compréhension. Elle répondit « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Les médecins auraient dû le trouver. Ils vous ont laissé tomber. » Gideon acquiesça lentement, puis il écrivit autre chose, d'une écriture soignée et délibérée. « Je dois vous dire quelque chose au sujet du pari qui m'a poussé à vous épouser. » La main de Nora se figea au-dessus du papier. Pendant un instant, elle songea à l'arrêter, à lui dire qu'elle savait déjà qu'elle avait trouvé la lettre, qu'elle l'avait lue et qu'elle y avait passé les derniers jours à le détester pour cela. Mais quelque chose la poussa à rester silencieuse. Elle voulait l'entendre de sa bouche, voir s'il serait honnête, s'il assumerait ce qu'il avait fait, ou s'il essaierait de s'en disculper. Gideon prit une inspiration et se mit à écrire, les mots venant lentement, péniblement. Un homme nommé Jarth Drummond a fait un pari avec moi. Il a dit que je ne trouverais pas de femme qui voudrait m'épouser, qu'aucune ne voudrait d'un homme sourd vivant seul dans un ranch en faillite. Il a parié 50 $ que je n'irais pas jusqu'au bout. J'étais en colère. J'étais fier. Je voulais lui prouver qu'il avait tort, alors je t'ai trouvé. Il fit une pause, la regarda, puis continua. Je ne te connaissais pas. Je n'ai pas pensé à ce que cela signifierait pour toi. Je ne pensais qu'à gagner, à lui montrer que je pouvais le faire. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je suis désolé. Nora lut les mots 2 fois, puis leva les yeux vers lui, le regard difficile à déchiffrer, entre la colère, la tristesse et quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle prit le crayon et écrivit. « Je le savais déjà. J'ai trouvé la lettre il y a quelques jours. Je l'ai gardée dans ma poche, essayant de décider quoi en faire. » Le visage de Gideon pâlit et il saisit à nouveau le papier, écrivant d'une main précipitée et désespérée. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi n'es-tu pas parti? » Nora répondit, écrivant des lettres fermes et claires. « Parce que je n'ai nulle part où aller. Parce que ma famille m'a vendu à toi pour 50 $ et qu'elle ne me reprendra pas. Parce que partir signifierait admettre que je suis aussi inutile que tout le monde le pense. Et je ne suis pas encore prête à le faire.
Gideon fixa les mots et Nora pouvait voir la honte et la culpabilité gravées sur chaque trait de son visage. Elle ressentit un étrange mélange de satisfaction et de regret, car le fait de le blesser ne la soulageait pas. Cela ne faisait que compliquer les choses. Elle écrivit une dernière chose. Mais tu m'as sauvé la vie hier soir en me laissant t'aider. Alors peut-être que nous sommes quittes. Peut-être pouvons-nous recommencer à zéro. Gideon la regarda longuement, puis il acquiesça lentement, prudemment, et écrivit « J'aimerais bien ». Les jours qui suivirent furent hésitants et maladroits, comme deux personnes apprenant à marcher ensemble après des années passées à avancer seules. Gideon reprit son travail au ranch, mais il bougeait désormais différemment, avec plus d'énergie et moins de douleur, et Nora remarqua immédiatement le changement. Il ne pressait plus sa main contre sa tête toutes les quelques minutes, ne grimaçait plus lorsqu'il se tournait trop rapidement, et les cernes sous ses yeux commencèrent à s'estomper, remplacées par quelque chose qui ressemblait presque à de la vitalité. Nora s'occupait de la maison et du petit jardin qu'elle avait commencé à cultiver derrière, plantant des légumes et des herbes qu'elle savait utiles pour la cuisine et la médecine. Elle trouva un rythme dans ce travail, un sens à sa vie qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, et elle commença à penser que peut-être, juste peut-être, elle pourrait se construire une vie ici. Pas la vie qu'elle avait imaginée pour elle-même, mais une vie tout de même. Ils commencèrent à communiquer davantage, se laissant des petits mots tout au long de la journée. Des messages parfois pratiques. Nous avons besoin de plus de farine de la ville, et parfois presque amicaux. Les tomates poussent bien. Gideon commença à lui enseigner certains des signes qu'il utilisait, des gestes simples pour dire oui, non et merci. Et Nora les pratiquait lorsqu'elle était seule, ses mains bougeant dans les airs, apprenant une langue qui ne nécessitait pas de son. Un après-midi, Nora était dans la grange en train de ranger la nourriture lorsqu'elle entendit des coups de marteau provenant de l'extérieur. Elle regarda par la porte et vit Gideon travailler sur la clôture qui entourait le petit enclos où ils gardèrent les poulets, remplaçant les planches pourries et renforçant les poteaux. Elle l'observa un moment, remarquant la façon dont il bougeait avec assurance et précision, puis elle remarqua autre chose. La porte de sa chambre, qui pendait de ses gonds depuis son arrivée, avait été réparée. Le loquet fonctionnait désormais sans problème et le cadre avait été raboté pour qu'il se ferme correctement sans coincer. C'était un détail insignifiant, qui ne méritait guère d'être mentionné, mais cela fit naître dans la poitrine de Nora ressentir une émotion qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Il l'avait fait sans lui dire, sans attendre de remerciements ou de reconnaissance, et ce geste discret signifiait plus pour elle que n'importe quelle grande déclaration. Ce soir-là, elle prépara le dîner et mit de la table pour eux deux, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la première nuit. Et lorsque Gideon entra et vit cela, il s'arrêta sur le seuil, surpris. Ils mangèrent ensemble en silence, se passant les plats. Une fois le repas terminé, Gideon écrivit « C'était bon, merci. » Nora répondit « Tu as réparé ma porte, merci. » Gideon sourit légèrement, et c'était la première fois que Nora le voyait sourire. Cela changea tout son visage, le rendit plus jeune et moins méfiant, et elle se surprit à lui rendre son sourire malgré tout. Mais la paix ne dura pas. 3 jours plus tard, Nora se rendit en ville pour acheter des provisions, prenant seule la charrette car Gideon était occupé par un travail qui ne pouvait attendre. Le trajet fut long et chaotique, et lorsqu'elle arriva, elle avait mal au dos et aux mains, mais elle se força à garder la tête haute en entrant dans le magasin général, déterminée à ne laisser personne voir à quel point leur chuchotement et leur regard la touchaient. Madame Will Trent était derrière le comptoir, comme toujours, et lorsqu'elle vit Nora, son expression se transforma en un mélange de curiosité et de malice. « Eh bien, dit-elle d'une voix qui résonna dans tout le magasin. Madame Hay, de retour si tôt, comment se passe votre vie conjugale? J'imagine que cela doit être difficile de s'adapter, de vivre seule avec un homme qui ne peut même pas vous entendre. » Nora ne répondit pas, se contenta de se diriger vers les étagères et de rassembler ce dont elle avait besoin. De la farine, du sel, du sucre, du café. Elle sentait le regard de Madame Trent posé sur elle, sentait le poids du jugement de cette femme peser sur elle comme une chose physique, mais elle refusait de lui donner la satisfaction d'une réaction. « J'ai entendu une rumeur très étrange l'autre jour, » continua Madame Trent, d'un ton léger et conversationnel, comme si elle parlait de la météo.
Quelqu'un a dit avoir vu du sang sur l'oreiller de votre mari lorsque vous êtes arrivé. Les gens disent qu'il est malade, qu'il est peut-être mourant, et que c'est pour cela qu'il avait tant besoin d'une femme. Est-ce vrai, Madame Hale? Avez-vous épousé un homme mourant? Nora serra plus fort le sac de farine qu'elle tenait et se tourna lentement vers Madame Trent, le visage calme mais le regard dur. Mon mari va bien, dit-elle calmement, d'une voix assurée. Mieux que bien, en fait, et j'apprécierais que vous cessiez de répandre des rumeurs sur des choses que vous ne comprenez pas. Le sourire de Madame Trent vacilla un instant, puis revint, plus acéré qu'auparavant. Oh, je comprends très bien, dit-elle. Je comprends que Jarth Drummond ait fait un pari avec votre mari et que votre mari ne vous a épousé que pour le gagner. Je comprends que vous n'êtes rien d'autre qu'une plaisanterie pour lui et probablement pour tout le monde dans cette ville. Alors, ne venez pas ici en agissant comme si vous étiez quelqu'un de spécial, car nous connaissons tous la vérité. Nora sentit ces mots la frapper comme une gifle, et pendant un instant, elle ne put respirer, ne pouvait pas réfléchir, ne pouvait rien faire d'autre que rester là et absorber la cruauté de la situation. Mais alors, quelque chose en elle se durcit, quelque chose qui avait été plié et meurtri, mais jamais tout à fait brisé. Et elle posa le sac de farine sur le comptoir avec un bruit sourd et regarda Madame Trent droit dans les yeux. Vous avez raison, dit Nora d'une voix basse et féroce. J'ai fait partie d'un pari. Mon mari a pris une décision terrible et j'en ai payé le prix. Mais vous savez quoi? Je lui ai aussi sauvé la vie. J'ai trouvé dans son oreille quelque chose que tous les médecins de cette ville avaient manqué. Quelque chose qui le faisait souffrir depuis 25 ans, et je l'ai retiré. Alors, vous pouvez me traiter de plaisanterie autant que vous voulez, mais au moins, je suis utile. Et vous, vous êtes quoi? Le visage de Madame Trent rougit. Pendant un instant, elle sembla sur le point de dire quelque chose, mais elle se contenta de serrer les lèvres et de se détourner, s'affairant avec des papiers sur le comptoir. Nora paya ses achats en silence, les mains légèrement tremblantes. Puis elle sortit du magasin la tête haute, ignorant les chuchotements qui la suivaient. Mais lorsqu'elle monta dans le chariot et entama le long trajet de retour vers le ranch, elle ne put retenir ses larmes, des larmes chaudes, pleines de colère et d'une douleur qu'elle avait trop longtemps refoulée. Elle avait défendu Gideon, elle avait défendu leur mariage, mais la vérité était que cela lui faisait encore mal, que la connaissance du pari pesait toujours comme une pierre sur sa poitrine, et elle ne savait pas si elle serait un jour capable de l'oublier complètement. Quand elle est arrivée à la maison, Gideon l'attendait dans la cour, et quand il a vu son visage, son expression se transforma immédiatement en inquiétude. Il s'approcha et l'aida à descendre de la charrette, puis il écrivit. « Que s'est-il passé? Tu vas bien? » Nora s'essuya les yeux et acquiesça, ne se faisant pas confiance pour écrire une réponse qui ne se transformerait pas en quelque chose de plus grand, de plus compliqué. Gideon la regarda longuement, puis il tendit la main et prit la sienne, la serrant doucement, et ce simple geste, cette reconnaissance muette de sa douleur, suffit presque à la bouleverser complètement. Ils restèrent là dans la cour, main dans la main. Et pour la première fois depuis le mariage, Nora eut l'impression qu'elle n'était peut-être pas seule dans cette situation. Comme s'ils étaient peut-être en train de construire quelque chose ensemble. Quelque chose de fragile et d'incertain, mais de réel. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffisait. Au cours des semaines suivantes, quelque chose changea entre Nora et Gideon. Pas de manière spectaculaire, pas d'un seul coup, mais par de petits détails qui, mis bout à bout, donnaient l'impression d'un début de confiance. Ils dormaient toujours dans des chambres séparées, gardaient toujours une distance prudente, mais le mur entre eux commençait à se fissurer. Le rétablissement de Gideon après l'extraction fut remarquable. La douleur constante qui l'avait hanté pendant si longtemps avait disparu, et avec elle, la tension dans ses épaules, la fatigue qui marquait chacun de ses mouvements. Il travaillait désormais plus longtemps, s'attaquant à des projets qu'il avait repoussés pendant des années, réparant le toit de la grange, reconstruisant le poulailler, nettoyant les anciens fossés d'irrigation. Il semblait prendre un réel plaisir à travailler, à pouvoir évoluer dans le monde sans lutter contre son propre corps. Nora se surprenait parfois à l'observer, observant comment il se déplaçait avec une confiance retrouvée, comment son visage avait perdu son expression crispée et tourmentée. Mais il y avait encore des moments où elle le surprenait en train de toucher son oreille,
ses doigts doux et explorateurs, comme s'il vérifiait que la créature avait bien disparu. Un soir, après une longue journée de travail, Nora était assise sous le porche, regardant le soleil se coucher, lorsque Gideon vint s'asseoir à côté d'elle. Il n'écrivait rien, n'essayait pas de communiquer, il s'est simplement assis là, dans un silence complice. Il y avait quelque chose d'apaisant dans le fait de partager un espace sans avoir besoin de le remplir de mots. Au bout d'un moment, Gideon a sorti son papier et son crayon et a écrit « Je peux te poser une question ?» Nora a acquiescé en se tournant vers lui. Gideon a hésité, puis a écrit « Pourquoi m'as-tu aidé cette nuit-là? Tu aurais pu me laisser par terre. Après ce que j'ai fait après le pari, je ne t'en aurais pas voulu. » Nora prit le crayon et réfléchit avant de répondre. Elle écrivit « Parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, parce que je sais ce que c'est que d'avoir mal et de n'avoir personne à qui s'en soucier, et parce que même si tu m'as fait du mal, j'ai vu que tu souffrais aussi. » Gideon lut lentement ces mots, et lorsqu'il leva les yeux, son regard était empreint d'une grande vulnérabilité. Il écrivit « Je ne mérite pas ta gentillesse. Je ne mérite pas ton pardon. » Nora répondit « Peut-être pas, mais je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que c'est qui je suis. Si je laisse ce qui s'est passé me rendre amer et cruel, alors tous ceux qui m'ont maltraité auront gagné, et je ne les laisserai pas gagner. » Gideon fixa ces mots pendant un long moment, puis se pencha vers elle et lui serra brièvement la main avant de se lever et de rentrer à l'intérieur. Nora resta assise là, regardant les derniers rayons du soleil s'estomper, sentant quelque chose s'installer dans sa poitrine qui ressemblait presque à de la paix. Mais cette paix fut de courte durée. 2 jours plus tard, par un matin clair et ensoleillé, Gideon s'effondra à nouveau. Nora était dans le jardin, à genoux, en train d'arracher les mauvaises herbes autour des plantes de tomates, lorsqu'elle entendit un grand fracas provenant de l'intérieur de la grange. Le bruit était sec et soudain, du métal cognant contre du bois, suivi d'un bruit sourd qui lui fit bondir le cœur dans la gorge. Elle laissa tomber ses outils et courut, sa jupe s'en mêlant autour de ses jambes. Et lorsqu'elle fit irruption dans la grange, elle trouva Gideon allongé sur le sol, inconscient. Un seau de nourriture était renversé à côté de lui et des grains éparpillés sur le sol. « Gideon » appela-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre, et elle s'agenouilla à côté de lui, les mains tremblantes, pour vérifier son pouls. Il était là, rapide et irrégulier. Et lorsqu'elle tourna doucement sa tête pour vérifier s'il s'était cogné, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Du sang frais, rouge vif et brillant, coulait de son oreille droite. Elle courut à la maison et prit des vêtements propres et de l'eau, l'esprit envahi par des possibilités terrifiantes. Lorsqu'elle revint, Gideon commençait à se réveiller, le regard vague et confus. Elle l'aida à s'asseoir, le soutenant de tout son poids, et appuya un chiffon sur son oreille pour essayer d'arrêter le saignement. Gideon leva la main et toucha le tissu. Et lorsqu'il retira sa main et vit le sang qui tachait ses doigts, son visage devint livide. Il chercha à tâtons le papier et le crayon qui étaient tombés de sa poche, les mains tremblantes. Il écrivit, les lettres tremblantes et désespérées. « Est-ce que c'est revenu? Est-ce revenu? » Nora écrivit, « Je ne sais pas. Laisse-moi regarder correctement. Nous devons te ramener à la maison où je pourrai mieux voir. » Elle l'aida à se lever, supportant la majeure partie de son poids sur ses épaules, et ils retournèrent lentement à la maison. Elle l'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, le même fauteuil où elle avait pratiqué l'extraction, puis elle apporta la lampe et la positionna avec soin. Elle inclina la tête de Gideon et regarda dans son oreille, redoutant ce qu'elle pourrait y trouver, se préparant à voir une autre créature sombre et segmentée. Mais lorsqu'elle regarda à l'intérieur, elle ne vit aucun mouvement ni aucun signe de vie. Ce qu'elle vit à la place, c'était un tissu à vif, enflammé, rouge vif et enflé. Le conduit auditif saignait à cause du traumatisme causé par l'extraction et des années de dommages infligés par la créature avant qu'elle ne la retire. Elle s'écarta et écrivit « Il n'est pas revenu. Je te promets qu'il n'y a rien de vivant là-dedans. Le saignement est dû à la cicatrisation. Ton oreille est encore endommagée par ce qui s'est passé. Les tissus sont enflammés et à vif. La guérison complète pourrait prendre beaucoup de temps, voire ne jamais se produire. Mais il n'y a pas de créature. Tu es en sécurité. » Gideon lut la note
et elle vit le soulagement et la déception se disputer sur son visage. Le soulagement que le cauchemar ne se répète pas. La déception que la guérison ne soit pas complète, que les dommages soient peut-être permanents. Nora nettoya soigneusement le sang et banda son oreille avec un tissu propre. Puis elle écrivit « Tu as besoin de te reposer, de vraiment te reposer, pas seulement quelques heures, mais plusieurs jours. Tu te pousses trop fort. Ton corps a besoin de temps pour guérir correctement. Le ranch peut attendre. » Gideon secoua la tête avec obstination et répondit « Il y a trop de travail à faire. Le toit fuit toujours. La clôture doit être réparée. Le foin doit être coupé avant que le temps ne change. Si je ne m'y mette pas, tout va s'écrouler. » Nora lui répondit avec plus de force, d'une écriture large et emphatique. « Le ranch ne fonctionnera plus du tout si tu te tues à la tâche. À quoi bon réparer le toit si tu t'effondres et te brises le cou? À quoi bon réparer la clôture si tu te tues à la tâche et ne te relèves plus jamais? Tu ne seras d'aucune utilité à personne si tu es mort, Gideon. Ni au ranch, ni aux chevaux, ni à moi. » Gideon fixa ses mots du regard, et pendant un instant, elle crut qu'il allait contester, mais quelque chose changea dans son expression. Une partie de son obstination s'évanouit, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la résignation ou de l'acceptation. Il acquiesça lentement, à contre-cœur. Elle l'aida à se mettre au lit, soutenant son poids tandis qu'il traversait de la pièce. Elle tira les couvertures et l'allongea, ajustant l'oreiller pour que son oreille blessée ne soit pas appuyée contre quoi que ce soit. Elle lui apporta de l'eau et une couverture, puis s'assit sur la chaise à côté du lit, jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il s'était endormi, observant le mouvement de sa poitrine. Cette nuit-là, Nora s'allongea dans son lit, repensant à tout ce qui s'était passé. Le mille-pattes, le pari, le processus lent et douloureux d'apprendre à faire confiance à quelqu'un qui lui avait fait du mal. Elle repensa au visage de Gideon lorsqu'il avait vu le sang, à la peur et à la vulnérabilité qu'il avait tant essayé de cacher. Et elle réalisa que malgré tout, elle se souciait de ce qui lui arrivait. Elle ne l'aimait pas. Pas encore, peut-être jamais, mais elle se souciait de lui. Et c'était déjà quelque chose. C'était plus que ce qu'elle s'attendait à ressentir lorsqu'elle était arrivée dans ce ranch dans le cadre d'une transaction, et en tant que femme dont personne ne voulait, et qui avait été vendue pour 50 $. Le lendemain matin, Nora se réveilla tôt et alla voir comment allait Gideon. Elle le trouva encore au lit, assis contre les oreillers, pâle mais alerte. Il avait déjà écrit un mot qu'il lui tendit dès qu'elle entra. « Je suis désolé de t'avoir fait peur hier. Merci de prendre soin de moi. Je sais que je ne le dis pas assez, mais je t'en suis reconnaissant. » Nora lut la note et sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. Elle répondit « Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes dans le même bateau maintenant, que cela nous plaise ou non. C'est ça le mariage, non? Prendre soin l'un de l'autre quand les choses deviennent difficiles. » Gideon sourit légèrement, et ce sourire transforma son visage, le faisant paraître plus jeune et moins sur ses gardes. Il écrivit « Je crois que je commence à aimer le fait que nous soyons ensemble dans cette situation. » Nora sentit ses joues rougir et détourna rapidement le regard, ne sachant pas trop comment répondre. Gideon, sentant son malaise, changea de sujet. Il écrivit « Je peux te poser une autre question. Comment était ta vie avant que tu n'arrives ici? Tu n'en parles jamais. » Nora prit le crayon et décida qu'il était temps d'être honnête. Elle écrivit lentement, avec soin. « Ma vie était difficile. Nous étions pauvres. Tellement pauvres que parfois, nous ne mangions pas pendant des jours. Ma mère est morte il y a 2 ans d'une maladie que nous n'avions pas les moyens de soigner. Je lui tenais la main pendant qu'elle crachait du sang. J'ai essayé tout ce que je savais pour l'aider, mais rien n'y a fait. Mon père et mon frère m'ont reproché de ne pas avoir pu la sauver. Quand ils ont eu besoin d'argent pour payer leurs dettes, ils m'ont vendu à vous. C'était la vérité. Voilà qui j'étais avant de venir ici. Quelqu'un dont personne ne voulait. Quelqu'un dont la propre famille s'est débarrassée pour 50 $. Gideon a lu ces mots et son visage s'est assombri de colère pour elle. Il a écrit « Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Tu méritais mieux. Tu méritais une famille qui t'apprécie, qui voit à quel point tu es forte et capable. » Nora écrivit « Mériter mieux et obtenir mieux sont 2 choses différentes. Je l'ai appris il y a longtemps. Le monde se fiche de ce que tu mérites. Il se soucie seulement de ce que tu peux survivre. »
Gideon acquiesça lentement, puis écrivit quelque chose qui la surprit. Je veux t'offrir mieux. Je veux que ce soit un vrai foyer pour toi, pas seulement un endroit où tu es piégé parce que tu n'as nulle part où aller. Je ne sais pas encore comment faire, mais je veux essayer si tu me le permets. Nora fixa ses mots et sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Elle répondit, la main tremblante. Moi aussi, je veux essayer. Je ne sais pas si je pourrais oublier le lit, mais je veux essayer de construire quelque chose de réel ici, quelque chose qui nous appartienne. Ils se regardèrent à travers l'espace qui les séparait, entre le lit et la chaise. Et à ce moment-là, quelque chose passa entre eux. Une promesse tacite qu'ils continueraient d'essayer, de construire, d'avancer, même quand ce serait difficile. Et pour la première fois depuis son arrivée au ranch, Nora eut le sentiment d'avoir peut-être trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. La vie prit ensuite un nouveau rythme, provisoire et fragile, mais réel. Gideon se remit lentement de son effondrement, suivant les conseils de Nora et travaillant moins d'heures. Et Nora se consacra à rendre la maison plus accueillante, cousant des rideaux à partir de tissus qu'elle avait achetés en ville, plantant des fleurs près du porche, préparant des repas qui étaient plus que simplement fonctionnels. Ils communiquaient davantage désormais, se laissant des petits mots tout au long de la journée. Et parfois, le soir, ils s'asseyaient ensemble sous le porche et regardaient le soleil se coucher, sans parler, sans en avoir besoin, juste en étant là. Mais le monde extérieur avait tendance à s'immiscer dans leur vie. Et cela prit la forme d'un garçon de 10 ans nommé Silas. Silas était le fils d'un ouvrier agricole qui travaillait dans une propriété voisine, et il venait depuis quelques semaines, fasciné par les chevaux de Gideon et désireux d'apprendre le travail à la ferme. Gideon avait pris le garçon en affection et lui avait appris à brosser les chevaux et à les seller. Et Silas avait pris l'habitude de suivre Gideon comme son ombre dès qu'il n'avait rien à faire à la maison. Nora aimait bien le garçon, elle aussi. Il était curieux et poli et dégageait une innocence rafraîchissante après toute la cruauté dont elle avait été témoin en ville. Un après-midi, Silas aidait Gideon à réparer une partie de la clôture lorsqu'un cavalier s'est approché en provenance de la ville. Nora était dans le jardin et elle a levé les yeux pour voir un homme bien habillé sur un cheval qui semblait coûteux. Même de loin, elle pouvait voir qu'il s'agissait d'une personne habituée à être importante, quelqu'un qui se comportait avec l'arrogance que confèrent la richesse et le pouvoir. Elle se leva lentement, s'essuya les mains sur son tablier et regarda l'homme descendre de cheval et se diriger vers l'endroit où Gideon et Silas travaillaient. Gideon leva les yeux et aperçut l'homme. Nora vit son corps tout entier se crisper, sa mâchoire se serrer et ses mains se refermer en poing, et elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une personne du passé de Gideon, quelqu'un qu'il ne voulait pas voir. L'homme s'approcha avec un large sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et il tapota l'épaule de Gideon comme s'ils étaient de vieux amis, même si Gideon n'appréciait clairement pas ce contact. Nora s'approcha, voulant entendre ce qui se disait. Et alors qu'elle s'approchait, elle entendit la voix de l'homme, forte et joviale, dégoulinante d'une fausse amitié. « Salut, dit l'homme, j'ai entendu dire que tu avais vraiment franchi le pas. Je devais venir voir par moi-même. Où est-elle? Où est-ce la femme que tu as épousée? » Gideon se dégagea de l'étreinte de l'homme et attrapa son ardoise, écrivant rapidement. « Que voulez-vous, Jart? » C'était donc lui, Jart Drummond. Nora comprit que c'était l'homme qui avait fait le pari, l'homme qui avait déclenché toute cette histoire. Elle s'arrêta à quelques mètres de là, debout dans l'ombre de la grange, et regarda le sourire de Jart s'élargir. « Je voulais juste voir si les rumeurs étaient vraies, dit Jart, sa voix portant à travers la cour. J'ai entendu dire que tu avais trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour t'épouser. Je dois avouer que je ne pensais pas que tu en étais capable. Je pensais vraiment que tu te dégonflerais à la dernière minute, mais tu m'as surpris. Salut, tu m'as vraiment surpris. » La main de Gideon se déplaça sur l'ardoise, son écriture était vive et furieuse. « Tu as ta réponse. Maintenant, pars. » Mais Jart n'avait pas fini. Il se retourna et regarda autour de lui dans la cour, et son regard se posa sur Nora, qui se tenait toujours dans l'ombre, et son sourire s'élargit encore plus. « C'est elle? » demanda-t-il assez fort pour que Nora l'entende. « C'est la femme que tu as épousée pour 50 $. » Nora sentit son visage rougir de colère et d'humiliation. Mais elle se força à rester immobile pour garder une expression neutre,
car elle savait que réagir était exactement ce que cet homme voulait. Mais avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit d'autre, le jeune Silas, qui avait observé toute la scène avec des yeux écarquillés et perplexes, prit la parole. 50 $ demanda Silas d'une voix innocente et curieuse. Vous voulez dire le pari? Celui que vous avez fait avec M. Hale. La cour devint silencieuse, tout le monde se figea sur place, et Nora sentit son estomac se nouer, car elle voyait où cela allait mener. Elle voyait le désastre se dérouler avant même qu'il ne se produise. Jarth rit bruyamment, ravi, et regarda Silas avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation. C'est vrai, mon garçon. Le pari. J'ai parié avec M. Hale qu'il ne trouverait pas de femme pour l'épouser. Pas une vraie femme, mais quelqu'un dont personne d'autre ne voulait. Quelqu'un de désespéré. Et regarde ça, il a réussi. Ça m'a coûté 50 $, mais ça valait le coup rien que pour voir jusqu'où il était prêt à aller. Cela avait l'air confus, le front plissé alors qu'il essayait de comprendre ce qui se disait. Et il se tourna vers Gideon avec une question dans les yeux. Est-ce vrai, Monsieur Hale? Vous avez épousé Madame Hale à cause d'un pari. Le visage de Gideon était devenu pâle, et il regarda Nora, qui se tenait là, les bras croisés, le visage impassible, mais les yeux brûlants d'un mélange de colère et de douleur. Il essaya d'écrire quelque chose, les mains tremblantes. Mais avant qu'il n'ait pu terminer, Nora s'avança dans la lumière, et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle regarda Jarth, et lorsqu'elle prit la parole, sa voix était calme et posée, même si à l'intérieur elle tremblait. Oui, dit-elle, mon mari m'a épousée à cause d'un pari. Et oui, vous lui avez versé 50 $ pour le faire. Mais vous savez ce qui est drôle, M. Drummond? Malgré tout cela, malgré la cruauté, l'humiliation et les mensonges, je suis toujours là. Je suis toujours debout. Et j'ai aidé mon mari à faire quelque chose que tous les médecins de cette région avaient manqué. Quelque chose qui le faisait souffrir depuis 25 ans. Alors, vous pouvez rire autant que vous voulez, mais en fin de compte, qui est le fou? La femme qui est restée et qui a fait quelque chose à partir de rien, ou l'homme qui paye pour voir les autres souffrir. Le sourire de Arthur vacilla un instant, et Nora vit quelque chose briller dans ses yeux, peut-être du respect, de la surprise ou de la colère. Elle ne savait pas trop, mais avant qu'il n'ait pu répondre, Gideon s'avança et écrivit sur son ardoise en grosses lettres majuscules. Quitter les terres de New York. Il tint l'ardoise de manière à ce que Jarth puisse la voir clairement, et son expression était dure et inflexible. Pour la première fois depuis son arrivée, il m'amène. Ma arrogance semblait incertain. Il jeta un coup d'œil à Gideon et Nora, puis haussa les épaules et retourna vers son cheval. Très bien, dit-il en montant en selle. Je sais reconnaître quand je ne suis pas le bienvenu, mais sachez, Hale, que tout le monde en ville est au courant du pari. Ils se moquent tous de vous deux. Vous pensez avoir construit quelque chose ici, mais tout ce que vous avez fait, c'est vous ridiculiser. Il partit sans attendre de réponse, et tous trois restèrent là dans la cour dans un silence lourd et oppressant. Scylla regarda Gideon et Nora, le visage pâle et bouleversé, et balbutia. « Je suis désolé, Madame Hale, Monsieur Hale, je ne voulais pas. Je ne savais pas. » Nora s'agenouilla pour se mettre à la hauteur du garçon et lui parla doucement, même si son cœur se brisait. « Ce n'est pas grave, Silas, tu n'as rien fait de mal. Parfois, la vérité éclate au grand jour, que nous le voulions ou non. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Ton père doit se demander où tu es. » Scylla acquiesça, les larmes aux yeux, et courut vers sa maison, laissant Nora et Gideon seuls dans le jardin. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis Gideon écrivit. « Je suis désolé, j'aurais dû lui dire de partir dès son arrivée. J'aurais dû te protéger de ça. » Nora lut la note et prit le crayon, les mains fermes, même si ses émotions étaient tout sauf cela. Elle écrivit « Tu m'as défendu, tu lui as dit de partir. » C'est plus que ce que ma propre famille n'a jamais fait. Gideon écrivit « Mais il t'a humilié et je l'ai laissé faire. » Nora répondit « Il nous a humiliés tous les deux, mais nous sommes toujours là, et c'est lui qui est parti. » Gideon fixa ses mots, puis fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et prit la sienne, la serrant fermement. Et Nora ne s'est pas retirée. Ils sont restés là, dans la lumière déclinante, main dans la main. Deux personnes qui avaient été brisées et trahies,
mais qui, contre toute attente, était encore debout. Cette nuit-là, Nora n'a pas pu dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, repassant la scène dans sa tête encore et encore. Elle repensait aux paroles de Jarth, à la façon dont il l'avait regardée avec tant de mépris, et elle pensa aux habitants de la ville qui se moquaient d'eux, d'elle, et elle sentit le poids de tout cela peser sur sa poitrine jusqu'à lui couper le souffle. Mais elle pensa aussi à la main de Gideon qui tenait la sienne, à la façon dont il avait tenu tête à Jarth, même si cela lui avait clairement coûté quelque chose. Et elle pensa à la confiance fragile qui s'était lentement installée entre eux. Et elle réalisa que c'était peut-être suffisant, peut-être même plus que suffisant, car au moins, ils étaient là l'un pour l'autre. Vers minuit, elle entendit du bruit dans la chambre de Gideon. Puis elle entendit d'un bruit qui la fit se redresser en sursaut, un gémissement grave et douloureux qui ne laissait aucun doute. Elle repoussa sa couverture et courut vers sa chambre. Lorsqu'elle poussa la porte, elle le trouva allongé sur le sol à côté de son lit. Son corps était recroquevillé, ses mains pressées contre sa tête, et elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle s'agenouilla à côté de lui et lui toucha l'épaule. Lorsqu'il leva les yeux, son visage était déformé par la douleur, pire qu'elle ne l'avait jamais vu, et du sang frais coulait de son oreille, plus de sang qu'il n'y en avait eu auparavant. Elle écrivit rapidement « Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ?» Gideon a essayé de répondre par écrit, mais sa main tremblait trop et tout ce qu'il a réussi à écrire, c'est que la douleur était pire qu'avant. Nora a senti la panique monter en elle, mais elle l'a réprimée, s'efforçant de rester calme et de réfléchir clairement. Elle l'a aidé à s'asseoir sur la chaise et à apporter la lampe. Elle a examiné son oreille, redoutant ce qu'elle pourrait y trouver, et ce qu'elle a vu l'a fait halter. Le conduit auditif était enflé et enflammé, pire qu'après l'extraction. Et il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait à une infection. En s'installant, du pus mélangé à du sang, et elle réalisa avec un sentiment de découragement que les dommages causés par le mille-pattes avaient été plus graves qu'elle ne le pensait, que la blessure n'avait jamais correctement cicatrisé et qu'elle était maintenant infectée. Elle écrivit « Vous avez une infection grave. Je dois la nettoyer et la soigner, mais cela va faire mal. » Gideon acquiesça, le visage pâle, et écrivit « Faites ce que vous avez à faire. » Nora travailla rapidement, rassemblant de l'eau propre et des vêtements dans sa bouteille de whisky, et elle nettoya la plaie du mieux qu'elle put, rinçant l'infection et appliquant une pression pour arrêter le saignement. Gideon serra les dents pendant toute l'opération, ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil si fort que ses jointures étaient blanches. Et quand ce fut enfin terminé, il s'affaissa, épuisé et tremblant. Nora banda son oreille et écrivit « Tu dois consulter un médecin, un vrai médecin. Cela dépasse mes compétences. » Gideon secoua la tête et écrivit « Les médecins de la ville ne m'aideront pas, ils ne l'ont jamais fait. Alors nous trouverons un médecin qui le fera, » répondit Nora, d'une écriture féroce et déterminée. « Je ne te laisserai pas mourir à cause de ta fierté ou de ta peur. Nous irons en ville demain et nous trouverons quelqu'un. Et s'ils ne veulent pas t'aider, nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un qui le fera. » Gideon la regarda longuement, puis il acquiesça lentement, tendit la main et reprit la sienne, et cette fois, il la serra comme si elle était la seule chose qui le retenait ancré à ce monde. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'était le cas. Le lendemain matin arriva trop vite. La lumière du soleil était crue et impitoyable. Elle pénétrait par les fenêtres et peignait tout avec des détails saisissants et sans compromis. Gideon était assis à la table de la cuisine, le visage pâle et tiré, l'oreille droite encore bandée depuis la veille, et il regardait Nora s'affairer dans la cuisine avec une efficacité tranquille dont il était devenu dépendant plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle versa du café dans 2 tasses en céramique ébréchée, disposa du pain et des confitures sur des assiettes dépareillées, et chacun de ses gestes était délibéré et prudent, comme si elle essayait de maintenir le monde en place par la seule force de sa volonté et de sa routine. « Nous devrions partir bientôt, » dit Nora, parlant lentement et clairement pour que Gideon puisse lire sur ses lèvres, articulant chaque mot avec la précision qu'elle avait acquise au cours des dernières semaines. Le médecin de la ville ouvre son cabinet à 9 heures. Si nous partons maintenant, si nous ne perdons pas de temps, nous pouvons y être en milieu de matinée. Gideon prit son ardoise et son crayon,
qui ne s'éloignait jamais de lui ces derniers temps. Et il écrivit de sa main, soignée et délibérée, « Je ne veux pas y aller. Les médecins de la ville ne m'ont jamais aidé, pas une seule fois en toutes ces années. Ils me diront simplement que c'est sans espoir, que je dois apprendre à vivre avec, qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent jamais rien faire. » Nora lui prit l'ardoise et lui répondit, d'une écriture ferme et insistante. Chaque lettre était appuyée avec force sur la surface, comme si la puissance de son écriture pouvait rendre ses mots plus convaincants. C'était avant que je retire le mille-pattes, avant que nous sachions quel était le vrai problème, ce qui causait toute cette douleur. Peut-être qu'ils peuvent maintenant vraiment aider. Et s'ils ne le peuvent dire, s'ils sont aussi inutiles qu'ils l'ont toujours été, alors nous trouverons quelqu'un qui le peut. Mais nous devons essayer, Gideon. Je ne peux pas te voir souffrir ainsi sans rien faire. Je ne le pourrai pas. Gideon fixa ses mots pendant un long moment, la mâchoire crispée comme s'il mâchait quelque chose d'amer. Et pendant un instant, Nora crut qu'il allait refuser, qu'il allait camper sur ses positions et insister pour qu'il reste à la maison, que se rendre en ville était une perte de temps et d'argent qu'il n'avait pas. Mais alors, quelque chose changea dans son expression. Une partie de son obstination céda la place à l'épuisement, ou peut-être à l'acceptation, ou peut-être simplement à la prise de conscience silencieuse qu'elle n'allait pas abandonner. Et il acquiesça lentement. À contre-cœur, ils attelèrent la charrette et entreprirent le long voyage jusqu'à la ville. La route était accidentée et inégale, pleine d'ornières et de cailloux qui faisaient rebondir et cahoter la charrette à chaque tour de roue. Gideon passa la majeure partie du trajet la main pressée contre son oreille bandée, le visage crispé par la douleur, les yeux fermés comme s'il essayait de faire disparaître le monde. Nora conduisait, les mains fermement posées sur les rênes, même si son esprit était envahi par l'inquiétude et la peur, et la terrible possibilité que le médecin ne puisse pas aider, que ce ne soit qu'une autre impasse dans une longue série d'impasses. Quand ils arrivèrent à Tomville, les rues étaient déjà animées par les gens vacants à leurs occupations matinales, les femmes avec leurs paniers faisant leurs courses, les hommes debout devant le saloon fumant et discutant, les enfants courant et jouant dans la rue poussiéreuse. Nora arrêta la charrette devant un bâtiment en bois bien entretenu, sur lequel était accrochée une enseigne fraîchement repeinte indiquant « Dr. Samuel Pritchard, médecin et chirurgien ». Elle aida Gideon à descendre, soutenant son poids tandis qu'il montait les marches et entrait dans la petite salle d'attente qui sentait l'acide phénique et le cuir vieilli, ainsi qu'un produit médicinal que Nora ne parvenait pas à identifier, mais qui lui faisait penser à la maladie et à la mort. Un homme d'âge mûr, homme d'âge moyen vêtu d'une blouse blanche, leva les yeux de son bureau, son expression passant d'une légère curiosité à quelque chose de plus réservé lorsqu'il vit Gideon, comme s'il essayait de décider si cette visite allait être agréable ou difficile. « Monsieur Hale, » dit-il d'une voix soigneusement neutre, professionnelle, mais pas chaleureuse. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Cela fait quoi, 5 ans depuis votre dernière visite? Que puis-je faire pour vous? » Gideon sortit son ardoise et écrivit rapidement, d'une écriture précipitée et irrégulière. « J'ai besoin que vous examiniez mon oreille. J'ai une infection. Ma femme la soigne, mais ça empire et j'ai peur que ce soit grave. » Le docteur Pritchard jeta un coup d'œil à Nora, remarquant sa robe simple et sa corpulence, et Nora put voir le jugement dans son regard, le voyant la rejeter avant même qu'elle n'ait parlé, la considérant comme quelqu'un qui ne savait manifestement pas ce qu'elle faisait. « Votre femme, répéta-t-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit serrer les mâchoires à Nora, quelque chose de condescendant et de dédaigneux. Et quelle qualification votre femme possède-t-elle pour traiter des problèmes médicaux? » Nora s'avança, la voix calme mais ferme, refusant de se laisser intimider par son ton ou son jugement. « J'aide les gens de ma communauté depuis des années. Docteur, ma mère m'a enseigné avant de mourir. Je sais nettoyer les plaies, traiter les infections. Je pose des os cassés, j'aide à mettre des bébés au monde et je sais reconnaître quand quelque chose dépasse mes compétences. C'est pour cela que nous sommes ici. Mon mari a besoin de soins médicaux appropriés et j'espère que vous pourrez les lui prodiguer. » Le docteur Pritchard la regarda longuement, le visage impassible, puis il soupira et fit un geste vers la salle d'examen, comme s'il leur faisait une grande faveur. « Très bien, allons voir ça. » Il conduisit Gideon dans une petite pièce équipée d'une table d'examen recouverte de papier blanc et d'une lampe puissante suspendue au plafond, et il fit signe à Gideon de s'asseoir.
Nora resta près de lui, les bras croisés, observant le médecin retirer soigneusement le bandage et examiner l'oreille de Gideon à l'aide d'un petit instrument métallique qui ressemblait à un minuscule entonnoir. Son expression changea à mesure qu'il regardait. Son front se plissa, ses lèvres se serrèrent, et lorsqu'il se recula, il semblait sincèrement perplexe, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Il y a une inflammation et une infection importante, dit-il, s'adressant plus à lui-même qu'à eux, d'une voix clinique et détachée. Mais le conduit auditif lui-même semble différent de ce à quoi je m'attendais, avec des cicatrices profondes, comme si quelque chose y était resté logé pendant très longtemps. Il regarda Nora, son expression passant du mépris à la curiosité. Qu'avez-vous exactement retiré de son oreille? Nora fouilla dans son sac et en sortit le bocal contenant le mille-pattes conservé, le tenant à la lumière pour que le médecin puisse le voir clairement, le corps segmenté flottant dans l'alcool, les petites pattes recroquevillées vers l'intérieur. Ceci, dit-elle simplement, vivait dans son conduit auditif. Je l'ai trouvé il y a 3 semaines et je l'ai retiré avec une pince à épiler. Tous les médecins qui l'ont consulté l'ont manqué. Le docteur Pritchard lui prit le bocal des mains, les yeux écarquillés tandis qu'il examinait la créature à l'intérieur, la tenant à la lumière et la tournant dans tous les sens. Bon sang, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Depuis combien de temps était-il là? Gédéon écrivit sur son ardoise. Depuis que j'ai 7 ans, soit 25 ans. Il a été là toute ma vie. Le médecin fixa les mots, puis le mille-pattes, puis Gédéon. Et pour la première fois depuis leur arrivée, Nora vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du respect, quelque chose qui ressemblait à de la crainte. C'est extraordinaire, dit-il lentement, prudemment, comme s'il craignait que les mots ne se brisent s'il les prononçait trop vite. Je n'ai jamais rien vu de tel en toute ma carrière. Le fait que vous ayez survécu avec cela en vous pendant si longtemps est remarquable. Et vous l'avez retiré vous-même, dit-il en regardant Nora. Oui, répondit Nora, la voix ferme malgré l'émotion qui montait en elle. Avec une pince à épiler, une lampe et beaucoup de prières, je l'ai vu bouger et j'ai su qu'il fallait le retirer. Le docteur Pritchard secoua la tête, incrédule, son expression oscillant entre l'admiration et la curiosité professionnelle. Madame Heil, la plupart des médecins expérimentés n'auraient pas eu les compétences ni le courage d'essayer quelque chose comme ça. Vous avez peut-être sauvé la vie de votre mari. Il se tourna vers Gideon. L'infection est grave, mais elle peut être traitée. Je vais nettoyer la plaie correctement, appliquer un antiseptique plus puissant que celui que vous utilisez, et je vous donnerai des médicaments pour combattre l'infection. Mais je dois vous dire, Monsieur Heil, que les dommages causés par cette créature à votre conduit auditif sont importants. Les tissus sont cicatrisés, les structures sont endommagées, et je ne peux pas garantir que vous retrouverez votre audition. En fait, je pense qu'il est plus probable que vous continuiez à souffrir de douleurs chroniques et d'inflammation pour le reste de votre vie. Je suis désolé, mais ce sont les faits tels que je les comprends. Gideon acquiesça lentement, et Nora pouvait voir la déception dans ses yeux. La façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement, mais elle pouvait aussi voir autre chose. Peut-être de l'acceptation ou du soulagement, car au moins maintenant, il connaissait la vérité, au moins maintenant, quelqu'un le prenait au sérieux et le traitait comme une personne plutôt que comme une curiosité ou une cause perdue. Le docteur Pritchard nettoya la plaie avec soin et méthode à l'aide d'une solution qui dégageait une odeur forte et médicinale et qui fit grimacer Gideon de serrer les dents. Puis il appliqua un onguent épais, censé favoriser la cicatrisation et réduire l'inflammation. Il banda l'oreille avec des pansements propres et neufs. Il tendit à Nora un petit flacon brun contenant des comprimés. 2 fois par jour avec les repas, dit-il, et gardez la plaie propre et sèche. Changez les bandages tous les jours. Revenez dans 1 semaine pour que je puisse vérifier la cicatrisation et m'assurer que l'infection réagit bien au traitement. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, le docteur Pritchard les interpella. Madame Hale, dit-il. Nora se retourna et le médecin la regarda avec ce qui pouvait être de l'admiration ou du respect, ou peut-être simplement de la courtoisie professionnelle. Ce que vous avez fait en retirant cette créature sans formation médicale adéquate, sans outils appropriés, ni même un éclairage adéquat, a nécessité des compétences et un courage remarquables. Vous avez peut-être sauvé la vie de votre mari,
et je veux que vous sachiez que je le reconnais. Nora le sentit. Nos joues rougirent de chaleur, et elle acquiesça d'un signe de tête, ne se faisant pas confiance pour parler avant de ramener Gideon à la charrette. Ils rentrèrent chez eux en silence, le soleil montant haut dans le ciel et les frappant de son intensité implacable. Et lorsqu'ils arrivèrent enfin au ranch, épuisés et vidés, Gideon écrivit sur son ardoise. Merci de m'avoir poussé à partir, de ne pas avoir abandonné alors que je voulais abandonner moi-même. Nora répondit, nous sommes dans le même bateau. Souviens-toi, c'est ce que nous nous sommes promis. C'est ce que le mariage est censé signifier. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher, que l'air se rafraîchissait et que le monde prenait cette douce teinte dorée qui rendait tout plus doux et plus indulgent, Nora s'assit sous le porche tandis que Gideon se reposait à l'intérieur, son corps enfin détendu après le stress de la journée. Elle repensa à tout ce qui s'était passé, aux mille pattes et aux paris et aux lents et douloureux cheminements qui les avaient menés de deux étrangers liés par la cruauté à quelque chose qui commençait à ressembler à un partenariat, voire à de l'amour. Elle repensa aux paroles du médecin, aux blessures qui ne guériraient peut-être jamais, et elle ressentit un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Car même si Gideon ne se remettait jamais complètement, même s'il vivait avec la douleur pour le reste de sa vie, au moins maintenant il connaissait la vérité. Au moins maintenant ils pouvaient y faire face ensemble. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle, et Gideon sortit, se déplaçant lentement mais sûrement, et il s'assit à côté d'elle sur le banc. Il n'écrivit rien. Il n'essaya pas de communiquer avec des mots ou des gestes. Il s'assit simplement là, la main posée sur le banc entre eux, paume vers le haut, à la fois une invitation et une question. Nora regarda sa main, calleuse et marquée par des années de dur labeur. Après un moment d'hésitation, elle posa sa main dans la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent et ils restèrent assis là, dans la lumière déclinante. Deux personnes brisées par le monde, mais qui s'étaient retrouvées d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que cela suffisait. Peut-être que c'était même plus que suffisant. Peut-être que c'était tout. Au cours des 2 semaines suivantes, quelque chose de miraculeux commença à se produire. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. Quelque chose qui ressemblait presque à un cadeau de l'univers qui avait été si cruel avec eux pendant si longtemps. L'infection de Gideon disparut grâce au traitement du Dr. Pritchard. L'inflammation s'estompait peu à peu, jour après jour, la rougeur intense s'estompant pour laisser place à une peau rose, puis à une peau pâle et saine. Et à mesure que le gonflement diminuait, que les tissus endommagés commençaient à guérir, Gideon a commencé à remarquer quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis plus de 2 décennies, quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Le son. Cela a commencé doucement, de manière presque imperceptible, comme les premières lueurs de l'aube avant que le soleil ne se lève. Un matin, alors que Nora préparait le café dans la cuisine, se déplaçant silencieusement pour ne pas le déranger, Gideon entendit un faible bruit, comme un écho lointain ou le souvenir d'un son, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment identifier, mais qui fit battre son cœur plus fort. Il tourna brusquement la tête, regardant autour de lui comme s'il essayait de localiser la source, les yeux écarquillés, confus, pleins d'espoir et d'incrédulité, tout cela mélangé. Nora remarqua sa réaction et écrivit rapidement. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose. » La main de Gideon tremblait tandis qu'il répondait, ses lettres tremblantes et hésitantes. « Je crois que j'ai entendu quelque chose à l'instant. Le bruit de la casserole sur la cuisinière. Je ne sais pas si je l'ai imaginé. Je ne sais pas si c'est réel ou si je suis tellement désespéré d'entendre quelque chose que mon esprit me joue des tours. » Le cœur de Nora commença à battre si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Elle prit une cuillère en bois et la tapota délibérément et lentement contre le bord d'une casserole en métal. Les yeux de Gideon s'écarquillèrent, son corps tout entier se raidit et se tendit. Il désigna la casserole, puis son oreille, et écrivit d'une main tremblante. « J'ai entendu ça. C'était étouffé, comme si j'entendais quelque chose sous l'eau, mais je l'ai entendu. Je l'ai vraiment entendu. » Des larmes jaillirent des yeux de Nora, chaudes, soudaines et irrésistibles. Elle posa la cuillère et écrivit avec des doigts tremblants. « Ton ouïe revient. » Le médecin avait dit que ce ne serait peut-être pas le cas. Il avait dit que les dommages étaient trop graves, mais c'est le cas.
Gideon, ton ouïe revient. Au cours des jours suivants, l'ouïe de Gideon continua à s'améliorer lentement mais sûrement, comme le printemps qui arrive après un hiver long et rigoureux. Il pouvait entendre les chevaux hennir dans la grange, les poules caqueter dans leur enclos, le vent bruisser dans les peupliers. Il pouvait entendre le craquement des planches lorsque Nora traversait la pièce, le clapotis de l'eau lorsqu'elle versait du pichet, le grondement lointain du tonnerre lorsqu'un orage se préparait à l'horizon. Chaque nouveau son était une révélation, un cadeau, et il se surprenait à s'arrêter au milieu d'une tâche juste pour écouter, juste pour faire l'expérience de quelque chose qui lui avait été refusé pendant si longtemps. Puis, un soir, alors qu'ils étaient assis sous le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange, rose et violet foncé, Nora décida de tenter sa chance. Elle se tourna vers lui et lui parla d'une voix douce, hésitante et pleine d'espoir. Tu m'entends, Gideon demanda-t-elle, prononçant ces mots lentement et clairement. Gideon se tourna vers elle, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'une émotion qui ressemblait presque à de la peur, comme s'il craignait que s'il reconnaissait ce sentiment, il disparaisse, se révèle être un rêve. Il acquiesça lentement, prudemment, puis il ouvrit la bouche et parla pour la première fois en sa présence, d'une voix rauque et rouillée, comme un instrument qui n'avait pas été joué depuis des années. Oui, dit-il d'une voix à peine plus qu'un murmure, rauque et incertaine. Je peux t'entendre. C'était la première fois que Nora l'entendait prononcer plus d'une syllabe, et le son de sa voix, brute et peu exercée, mais réelle et humaine, lui serra la poitrine d'une émotion si forte qu'elle pouvait à peine respirer. À quoi ressemble ma voix demanda-t-elle, la voix tremblante. Gideon réfléchit un instant, cherchant les mots pour décrire quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, cherchant à décrire quelque chose qui lui semblait presque sacré. Comme chez soi, dit-il finalement, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Comme la sécurité, comme tout ce dont je ne savais pas que je manquais. Nora sentit des larmes couler sur ses joues, et elle ne prit pas la peine de les essuyer. Elle resta simplement assise là, se laissant envahir par toutes ses émotions. La joie, le soulagement, la gratitude immense qu'ils aient réussi, contre toute attente, à trouver le chemin qui les avait menés à cet instant. Ils restèrent assis là, dans l'obscurité grandissante. Et Gideon lui prit la main, la serrant fort comme si elle était la seule chose qui le retenait sur terre. Et pour la première fois en 25 ans, il pouvait entendre le bruit de sa respiration, le bruissement de sa robe lorsqu'elle bougeait, les battements de son cœur qui étaient devenus le rythme de sa nouvelle vie. Mais leur paix ne devait pas durer. 3 jours plus tard, par un après-midi chaud, alors que le ciel était clair, bleu et sans nuages, alors que tout semblait calme, serein et sûr, un cheval s'approcha du ranch au galop, soulevant de grands nuages de poussière et faisant voler la poussière. Les poules s'enfuirent en panique, caquetant et battant des ailes. Nora leva les yeux du jardin où elle arrachait les mauvaises herbes, se protégeant les yeux du soleil, et elle vit Jarth Drummond chevaucher vers la maison. Son estomac se noua car elle savait avec certitude qu'il n'était pas venu avec de bonnes intentions. Gideon travaillait dans la grange et Nora courut le chercher, le cœur battant, le souffle court et paniqué. Lorsque Gideon vit Jarth descendre de cheval, son expression s'assombrit, tout son corps se raidit et il marcha à la rencontre de l'homme, dans une posture défensive, prêt à affronter la confrontation. Jarth avait l'air différent de la dernière fois qu'il l'avait vu. Ses vêtements étaient froissés et tachés. Son visage était rouge et en sueur, et il y avait une lueur sauvage dans ses yeux qui suggérait qu'il avait beaucoup bu, qu'il avait dépassé le stade de la pensée rationnelle. Il trébucha légèrement en s'approchant, se rattrapant au poteau de la clôture. Et lorsqu'il parla, ses mots étaient indistincts, colériques et venimeux. « Je suis venu récupérer mon dû », dit Jarth d'une voix forte et belliqueuse qui résonna dans la cour silencieuse. « Tu penses avoir gagné ce pari, mais ce n'est pas le cas. Tu penses avoir prouvé quelque chose, mais tu n'as prouvé rien d'autre que ton désespoir et ta pathétique. Tout le monde en ville se moque de toi, se moque de vous deux. Vous êtes une plaisanterie, le sourd et sa grosse femme. C'est comme ça qu'on vous appelle. C'est ce que vous êtes. » Nora sentit ces mots la frapper comme des coups physiques, chacun atterrissant avec précision et cruauté. Elle dut lutter contre l'envie de se détourner, de courir se réfugier dans la maison et de se cacher pour échapper à la honte et à l'humiliation. Mais elle resta sur place,
les mains serrées en poing sur les côtés, la mâchoire crispée par la détermination. Gideon commença à chercher son ardoise. Réaction automatique après des années à s'en servir. Mais Jarth la lui fit tomber des mains d'un geste violent, l'envoyant s'écraser au sol où elle se brisa en 2 morceaux. Plus d'écriture, grogna Jarth, le visage déformé par la rage et le mépris. Affronte-moi comme un homme si tu sais seulement comment en être un. Tu as perdu plus que de l'argent, Hale. Tu as perdu ta dignité. Tu es coincé avec elle pour la vie et tout le monde le sait. Tu penses avoir construit quelque chose ici. Tu n'as rien construit. Tu es toujours le même homme pathétique et brisé qu'avant. Et elle est juste suffisante. Le mot sortit de la bouche de Gideon et il trancha la diatribe de Jarth comme un couteau dans de la soie, net, précis et sans appel. Jarth se figea, la bouche ouverte, les yeux écarquillés de surprise, car il n'avait jamais entendu Gideon parler auparavant. Il ne savait même pas qu'il en était capable. Il avait construit toute sa compréhension de cet homme en partant du principe qu'il était silencieux et impuissant. « Sortez !» dit Gideon d'une voix rauque mais claire, chaque mot étant délibéré, et il attendit avec autorité et détermination. « Sortez de ma propriété !» Jarth le fixa, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson haletant, luttant pour comprendre ce qu'il entendait. « Vous pouvez parler, dit-il, sa voix montant avec confusion et incrédulité. « Depuis quand pouvez-vous parler? »« Je peux parler, dit Gideon, et il fit un pas en avant, le corps tendu par une colère à peine maîtrisée, les mains serrées sur les côtés. « Et je peux entendre. Je peux entendre chaque mot cruel, vicieux et haineux qui sort de ta bouche. Et je te le dis maintenant, pour la première fois de ma vie, je peux te le dire à voix haute. Sors d'ici, va-t'en, tu n'es pas le bienvenu ici. » Le visage de Jarth devint rouge, mélange de colère et de confusion, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds et qu'il ne savait pas comment retrouver son équilibre. « C'est une sorte de piège, dit-il d'une voix qui montait, devenant aiguë. Tu as fait semblant tout ce temps, tu as menti. Je n'ai rien fait, l'interrompit Gideon, sa voix devenant plus forte et plus assurée à chaque mot, comme si le fait de parler à voix haute libérait quelque chose en lui qui était resté emprisonné pendant des décennies. J'ai été sourd pendant 25 ans. J'étais sourd parce que quelque chose vivait dans mon oreille, quelque chose que les médecins n'ont jamais trouvé, quelque chose avec lequel ils m'ont dit que je devais simplement vivre parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais ma femme, dit-il en se tournant vers Nora, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle, quelque chose de féroce et de protecteur, plein d'un amour qu'il n'avait jamais pu exprimer avant que ma femme ne le découvre. Elle l'a retiré de mon oreille de ses propres mains, avec une pince à épiler, une lampe et plus de courage que quiconque que j'ai jamais connu. Elle m'a sauvé la vie, alors que personne d'autre ne pouvait le faire. Elle laisse rester avec moi alors qu'elle avait toutes les raisons de partir, toutes les raisons de me détester. Et toi, Bsei, dit-il en se tournant vers Jarth, sa voix baissa, devenant grave et menaçante. Tu n'as pas le droit de venir ici et de l'insulter. Tu n'as pas le droit de te moquer d'elle, de la rabaisser ou d'agir comme si elle valait moins que toi simplement à cause de son apparence ou de ses origines. Elle vaut 100 fois plus que toi, Drummond. 1000 fois plus. Elle vaut plus que tu ne vaudras jamais. Nora sentit des larmes couler sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Elle resta là, figée sur place, regardant Gideon la défendre, le regardant enfin, après tout ce temps, se lever, non seulement pour lui-même, mais pour elle, pour eux, pour ce qu'ils avaient construit ensemble à partir de cruauté, de mensonges et de douleur. Jarth les regarda tour à tour, et pour la première fois depuis que Nora l'avait rencontré, il semblait sincèrement incertain, sincèrement déconcerté, comme si le monde avait cessé d'avoir un sens. « Cela ne change rien, dit-il. » Mais sa voix manquait de conviction, manquait de l'arrogance qui l'avait toujours caractérisé. « Vous êtes toujours ridicules, tous les deux. Tout le monde continue de le penser. »« Je me fiche de ce que tout le monde pense, » dit Gideon calmement, et il y avait une détermination dans sa voix qui fit reculer Jarth d'un pas. « Avant, je m'en souciais. Avant, je pensais qu'il était important de prouver quelque chose à des hommes comme vous. Mais ce n'est pas le cas. La seule chose qui compte, c'est ce que nous pensons l'un de l'autre, ce que nous avons construit ensemble. Et vous ne pouvez pas toucher à cela. Vous ne pouvez pas nous enlever cela.
Le visage de George se déforma sous l'effet de la rage. Pendant un instant, Nora crut qu'il allait essayer de frapper Gideon, qu'il allait essayer de déclencher une bagarre physique qu'il perdrait à coup sûr. Mais il se contenta de se retourner et de tituber vers son cheval, ses mouvements maladroits et désordonnés. Il monta en selle avec difficulté, manquant de tomber 2 fois, et pointa un doigt tremblant vers eux. « Ce n'est pas fini, dit-il. Mais même pendant qu'il parlait, tout le monde savait que c'était un mensonge. C'était fini. Le pari, la cruauté, le pouvoir qu'il avait exercé sur eux. Tout était fini, terminé, mort et enterré. Il s'éloigna au galop, soulevant un nuage de poussière. Nora et Gideon restèrent là, dans la cour, le regardant disparaître au loin jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point à l'horizon. Lorsqu'il fut parti, que la poussière se fut déposée et que le monde fut à nouveau calme, Nora se tourna vers Gideon et les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. « Tu as parlé, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Tu m'as défendu. Tu lui as dit. Je pensais chaque mot, répondit Gideon, la voix encore rauque, toujours peu pratique, mais c'était réel et c'était le sien. Et c'était la plus belle chose que Nora ait jamais entendue. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à le dire à voix haute. Désolé de ne pas avoir pu te le dire avant, mais chaque mot était sincère. Nora réduisit la distance entre eux et l'enlaça, le serrant fort, et Gideon la serra à son tour, le visage enfoui dans ses cheveux, ses bras forts et solides autour d'elle. Ils restèrent ainsi longtemps, simplement enlacés. Et pour la première fois depuis leur mariage, ils se tenaient ensemble, non pas comme 2 personnes liées par un arrangement cruel ou une transaction financière, mais comme 2 personnes qui s'étaient choisies, qui s'étaient battues l'une pour l'autre, qui s'étaient méritées mutuellement à travers la douleur, les difficultés et une détermination inébranlable. « Merci, murmura Nora contre sa poitrine, d'une voix étouffée mais claire. « Merci de me voir, de vraiment me voir. »« Merci de m'avoir sauvé, murmura Gideon en retour. Il s'écarta juste assez pour regarder son visage, pour vraiment la regarder. Et ses yeux brillaient de larmes. « Je t'entends maintenant. J'entends ta voix. Et c'est le plus beau son que j'ai jamais entendu de toute ma vie. » Nora rit, et ce fut à moitié un sanglot, à moitié une joie. Un son désordonné, imparfait et complètement honnête. Et Gideon sourit. Ce même sourire rare et transformateur qui le faisait paraître comme une personne complètement différente. Il se pencha et embrassa son front, doucement et avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux, de fragile, et qui méritait d'être protégé. Et Nora ferma les yeux et se laissa croire pour la première fois de sa vie qu'elle était peut-être exactement cela. 6 semaines plus tard, le ranch avait changé, mais pas parce que quelque chose avait changé de manière spectaculaire. La grange était toujours aussi délabrée et penchait légèrement d'un côté. La maison était toujours aussi petite et modeste. La terre était toujours vaste et impitoyable, s'étendant à l'infini dans toutes les directions sous le soleil implacable de l'Ouest. Mais les gens qui y vivaient avaient changé, et cela faisait toute la différence. L'audition de Gideon continuait de s'améliorer de semaine en semaine, même si elle ne retrouvait jamais tout à fait ce qu'elle était avant que le mille-pattes ne s'installe dans son conduit auditif. Certains sons étaient étouffés, certaines fréquences étaient perdues à jamais, et il devait se concentrer fortement pour comprendre les conversations lorsqu'il y avait du bruit de fond ou lorsque les gens parlaient trop vite. Mais il pouvait entendre les conversations lorsqu'elles étaient claires. Il pouvait entendre la voix de Nora lorsqu'elle lui parlait à travers la pièce. Il pouvait entendre les chevaux hennir dans la grange, le vent siffler à travers les avant-toits et le monde qui l'entourait. Et cela lui suffisait amplement. C'était plus qu'il n'avait jamais osé espérer. Au cours de toutes ces longues années de silence, Nora et Lui avaient trouvé un nouveau rythme qui impliquait autant de parler que d'écrire, autant de se toucher que de garder une distance respectueuse, et qui leur avait permis de construire quelque chose qui ressemblait moins à un arrangement né du désespoir qu'à un partenariat. Peut-être même quelque chose de plus profond encore, quelque chose qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à nommer, mais qu'ils ressentaient tous les deux chaque jour de 1000 petites façons. Un matin, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans le jardin, Nora plantant des graines en rangées bien ordonnées, tandis que Gideon préparait le sol avec une houe, retournant la terre et brisant les mottes. Elle s'interrompit dans son travail et le regarda. Elle le regarda vraiment,
observant la façon dont la lumière du matin se reflétait dans ses cheveux et dont son visage s'était adouci au cours des dernières semaines. Les angles vifs s'étaient adoucis. Est-ce que tu le regrettes parfois? Demanda-t-elle d'une voix calme et pensive. Le pari, le mariage, tout ça. Est-ce ce que tu souhaiterais parfois que cela ne soit jamais arrivé? Gideon cessa de travailler et se tourna vers elle, s'appuyant sur la houe et réfléchissant soigneusement à la question, pesant ses mots avant de parler. Je regrette la façon dont cela a commencé, dit-il lentement, honnêtement, en la regardant dans les yeux. Je regrette la cruauté de la situation, la façon dont cela t'a blessé, la façon dont cela t'a fait te sentir inférieur à ce que tu es. Je regrette d'avoir été si fier et si stupide que j'ai laissé un homme comme Jarth me manipuler pour faire quelque chose qui t'a causé de la peine. Mais est-ce que je regrette que cela t'ait amené ici? Est-ce que je regrette d'avoir la chance de te connaître, d'apprendre de toi, de construire une vie avec toi? Non, je ne regrette pas cela. Je ne pourrai jamais le regretter. Nora sourit, un petit sourire sincère qui atteignit ses yeux et illumina tout son visage, et elle sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine comme une fleur s'ouvrant au soleil. Tant mieux, dit-elle simplement, parce que moi non plus, je ne le regrette pas. Plus maintenant. Je l'ai regretté pendant longtemps au début, mais plus maintenant. Pas maintenant que je sais ce que nous sommes devenus. Ils se remirent au travail et la matinée s'écoula dans un silence confortable, seulement rompu par quelques commentaires ou questions occasionnelles, les échanges faciles de deux personnes qui avaient appris à communiquer, non seulement par les mots, mais aussi par leur présence, par le travail partagé, par le simple fait d'être ensemble. Lorsqu'ils eurent fini de planter, ils s'assirent sur les marches du porche et regardèrent le soleil monter dans le ciel, buvant de l'eau dans une tasse commune et laissant la chaleur du jour les envelopper comme une couverture. Une semaine plus tard, un dimanche matin, alors que la plupart des gens étaient à l'église, le révérend Tobias Kern vint leur rendre visite, vêtu de son costume noir et de son col blanc, l'air solennel et désapprobateur. Nora sentit son estomac se nouer d'appréhension lorsqu'elle le vit approcher. Monsieur Hale, Madame Hale, dit-il formellement, en descendant de cheval et en s'approchant du porche. J'ai entendu des rumeurs troublantes selon lesquelles votre mariage aurait commencé par un pari. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous offrir des conseils sur le caractère sacré du mariage. Tout va bien, répondit Nora avec fermeté. Notre mariage n'a peut-être pas commencé comme la plupart des mariages, mais il est réel maintenant. Nous nous sommes choisis l'un l'autre et nous construisons une vie ensemble basée sur le respect, le partenariat et l'amour. N'est-ce que le mariage est censé être? Gideon s'avança, la voix claire et forte. Ma femme a raison. Nous construisons quelque chose de réel ici, quelque chose qui nous appartient. Avec tout le respect que je vous dois, révérend, nous n'avons pas besoin de vos conseils ni de votre jugement. Nous sommes l'un pour l'autre et cela nous suffit amplement. Le révérend les regarda, visiblement déconcerté, puis acquiesça d'un signe de tête raide. Très bien, j'espère que vous êtes prêts à assumer les conséquences de votre décision qui va à l'encontre des conventions. Nous savons exactement ce que nous faisons, dit Nora en prenant la main de Gideon et en la serrant fermement. Le révérend remonta sur son cheval et s'éloigna sans un mot, disparaissant sur la route dans un nuage de poussière. Gideon se tourna vers Nora avec un sourire, presque enfantin. « Ça fait du bien, dit-il. Hein? » Nora acquiesça et ils rirent tous les deux. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher et à peindre le ciel de nuances orange, rose et violet foncé, les couleurs se mélangeant comme des aquarelles sur du papier humide, Nora et Gideon s'assirent ensemble sous le porche, comme ils le faisaient presque tous les soirs désormais, regardant le jour laisser place à la nuit. Gideon resta silencieux pendant un long moment, la main posée sur le banc entre eux, puis il prit la parole, d'une voix douce et incertaine qui incita Nora à se tourner vers lui. « Nora, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit battre son cœur plus fort. « Oui, j'ai quelque chose à te dire, dit-il, l'air sérieux, les yeux rivés sur les siens. Je dois te dire que je t'aime. Je ne sais pas exactement quand cela s'est produit. Peut-être était-ce la nuit où tu as retiré cette créature de mon oreille et m'as sauvé la vie. Ou peut-être était-ce plus tard, lorsque tu t'es opposé à Jarth et que tu as refusé de le laisser te briser. Ou peut-être était-ce tous les petits moments entre les deux.
Toutes les fois où tu m'as montré de la gentillesse alors que je ne la méritais pas. Toutes les fois où tu as choisi de rester alors que tu aurais pu partir. Mais je t'aime et j'avais besoin de le dire à voix haute. J'avais besoin que tu l'entendes dans ma voix. Nora sentit des larmes lui piquer les yeux, mais c'étaient des larmes de joie. Des larmes de joie. Des larmes de soulagement, de jouir et de gratitude débordante. Elle sourit à travers ses larmes et lui serra la main. Je t'aime aussi, dit-elle d'une voix ferme et assurée. J'ai lutté contre cela pendant longtemps. Je me suis dit que je ne pouvais pas. Je me suis dit qu'il serait stupide de tomber amoureuse de quelqu'un qui m'avait fait du mal, quelqu'un qui m'avait considéré comme un pari, mais je l'ai fait quand même. Je t'aime, Gideon. Salut. J'aime l'homme que tu es devenu et j'aime la vie que nous construisons ensemble. Gideon se pencha et l'embrassa, tendrement, doucement, avec beaucoup de promesses. Et Nora lui rendit son baiser, levant la main pour lui caresser le visage, sentant la rugosité de sa barbe et la chaleur de sa peau. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux, et le monde semblait plus léger, comme si un poids dont ils n'avaient même pas conscience avait enfin été levé. Ils restèrent assis là longtemps après cela, sans parler, simplement ensemble, dans le confort tranquille de la présence de l'autre. Nora posa sa tête sur l'épaule de Gideon et il passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui, et ils regardèrent les derniers rayons du soleil disparaître sous l'horizon et les étoiles commencer à apparaître une à une, dispersées dans le ciel qui s'assombrissait comme des diamants sur du velours noir. « Tu les entends? » murmura Nora d'une voix à peine audible. Gideon sourit. « Les grillons, oui, et le vent dans les peupliers, et ta respiration et les battements de ton cœur quand je te serre contre moi comme ça. » Il fit une pause, la voix légèrement étranglée. « Pendant 25 ans, j'ai vécu dans le silence. Je pensais que c'était ainsi que le monde était pour moi. Et maintenant, chaque son est un cadeau. Mais le plus beau son de tous est ta voix qui prononce mon nom. » Nora sentit de nouvelles larmes couler sur ses joues, mais elle souriait. « Dis mon nom, murmura-t-elle. Je veux t'entendre le dire. » Nora, dit Gideon doucement, avec révérence, comme si son nom était une prière. « Nora Hale, ma femme, ma compagne, mon foyer. Et tu es à moi, murmura Nora en retour. Pas à cause d'un pari, d'une transaction ou d'un acte désespéré, mais parce que je t'ai choisi. Chaque jour, je te choisis. » Ils restèrent assis ensemble tandis que l'obscurité s'intensifiait, que les étoiles brillaient de plus en plus fort et que le ranch s'enfonçait dans le calme de la nuit. Au loin, un coyote hurla. Gideon l'entendit et sourit, émerveillé par ce son. Les chevaux s'agitèrent dans leur box et il l'entendit aussi. Et quand Nora soupira de contentement et se blottit contre lui, il l'entendit plus que tout, et il sut avec une certitude absolue que c'était cela, le sentiment d'appartenance. Ils s'assirent ensemble dans l'obscurité grandissante, main dans la main, le cœur battant au même rythme, et ils savaient que quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les défis que le monde leur lancerait, ils y feraient une face ensemble, en tant que partenaires, en tant qu'égaux, en tant que deux personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre quelque chose qui valait la peine de se battre, quelque chose qui valait la peine de s'accrocher, quelque chose qui ressemblait énormément à un foyer. Pour la première fois, aucun d'eux ne se sentait seul, murmura Nora. Et pour la première fois en 25 ans, ajouta Gideon, la voix pleine d'émerveillement et de gratitude. Je peux entendre le monde et la femme qui me l'a rendu.